Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à l'Université de Lausanne pour cette 4e rencontre des imaginaires des futurs possibles. L'imaginaire des futurs possibles, un cycle d'enquête qui est organisé conjointement par l'Université de Lausanne et le Théâtre de Vidy. Donc aujourd'hui, c'est la 4e enquête que nous conduirons avec Vinciane Després, professeure de philosophie à l'Université de Liège. Vinciane qui nous accompagne durant tout ce processus. C'est un processus qui vous implique aussi, les personnes en tout cas qui sont sur Zoom, parce qu'il y a aussi des personnes sur Facebook, qui participent à des ateliers collaboratifs qui suivent la conférence chaque fois sur le même thème que celui qui est traité par la conférence. Et puis un groupe d'une quinzaine, enfin de 7 chercheurs et chercheuses et 7 artistes qui traitent également des mêmes sujets d'enquête que ceux que nous abordons avec vous aujourd'hui en ligne. Donc après avoir traité la question de l'assignation, la question de notre rapport aux animaux, la question de la convocation, nous allons nous occuper aujourd'hui de la place que nous faisons dans nos sociétés à nos morts. Alors, cette réflexion sera basée notamment, vous le verrez, autour des travaux très intéressants et importants que Vinciane Després a consacrés à cette question, après une longue enquête ethnographique qu'elle a publiée dans un livre magnifique qui s'appelle « Au bonheur des morts », aux éditions de la Découverte. Alors, dans cette première partie, Vinciane va nous présenter ses études et ses terrains à propos des relations que nous entretenons avec nos morts. Ensuite, nous aurons un moment de questions que vous pourrez poser via le chat. Et puis finalement, nous passerons aux ateliers participatifs où vous serez répartis, où celles et ceux qui sont inscrits dans les groupes sur Zoom seront répartis dans les différents ateliers. Donc, afin que Vinciane Després puisse s'exprimer dans des conditions optimales, je vais quitter la salle de manière à ce qu'elle puisse enlever son masque et vous parler sans être masquée. À tout à l'heure. Bien, bonjour à tous. Je vais donc vous parler du fait que les morts nous convoquent à de très nombreuses enquêtes. Commençons par une histoire, puisque c'est par des histoires que ces enquêtes finalement se mènent. Une dame qui habitait le village de Mansfield en Angleterre avait promis à une de ses amies gravement malade qu'elle déposerait dans son cercueil un paquet de lettres autrefois écrites par son fils, aujourd'hui lui-même décédé. Or, là, son amie meurt, et dans le désarroi du chagrin, voilà-t-il pas que cette dame oublie de déposer les lettres dans le cercueil. Et elle resta désemparée jusqu'à ce que, peu de temps après, le facteur de ce même village décède. Elle alla donc voir la famille du facteur et lui demanda la permission de déposer les lettres dans le cercueil de ce dernier. Elle savait qu'elle pouvait avoir confiance dans le fait qu'il serait aussi diligent comme facteur dans l'autre monde qu'il l'avait été dans celui-ci. Alors, cette histoire est extraite d'un journal, en fait, le Morning Herald du 14 février 1829. Alors, vous pourriez penser qu'elle appartient à un lointain passé, que ce genre d'histoire, évidemment, aujourd'hui, n'a plus beaucoup de chances d'advenir. Eh bien, détrompez-vous. Mon enquête n'a cessé de me prouver le contraire. Et même si aujourd'hui elle est à présent achevée, je continue à recevoir des récits qui continuent à m'émerveiller par la richesse de l'inventivité de ceux qui en sont les acteurs. Alors par exemple, j'ai reçu quelques mois après la fin de mon enquête, alors que le livre était publié depuis quelque temps, un mail magnifique de Alexandra Deschamps, à qui j'ai demandé la permission de le relayer, et je vous lirai donc un extrait de ce courrier. Voici. Ma mère, Laure Deschamps-Bauer, est décédée il y a plus d'1 an, le 7 mai 2015. De son vivant, elle avait exprimé la volonté d'être incinérée, au contraire de mon père, inhumé 17 ans auparavant. Grande voyageuse, ayant travaillé dans l'aviation de 1958 à 1970, amoureuse des déserts, ma mère avait par le passé exprimé à plusieurs reprises le souhait que ses cendres soient dispersées dans un désert. À travers nos derniers échanges, j'avais compris que le désert qui pouvait idéalement l'accueillir serait celui du Namib. Serait-ce donc celui-là, sans qu'elle me l'ait d'ailleurs, jolie formule, expressément demandé. Le désert du Namib et son sable orangé l'avaient marqué, le dernier qu'elle avait découvert 1 mois avant la naissance de son unique petit-fils, le plus vieux désert du monde, le plus spécial selon ses propres termes. Sans parler des connexions diverses avec ce pays, ancienne colonie allemande, qui ne pouvait que séduire sa personnalité ambivalente et déracinée. Ma maman était née en Allemagne, puis s'était expatriée en France.
Pour moi, l'an dernier, ce fut donc une évidence. Sa destination finale devait être celle-là. Je me devais de répondre à cette demande implicite. Ce serait dès lors son dernier voyage. Et à travers celui-ci, elle me ferait découvrir à moi d'autres horizons, une autre perspective pour assurer un relais. Question de transmission. J'ai donc entamé, au cours de l'été 2015, les démarches pour visiter, avec nos proches, mon fils et mon compagnon, la Namibie et l'y emporter. Bon, il serait plus juste de dire que je me suis engagée dans un véritable parcours d'obstacles. J'ai entrepris et accompli toutes les formalités requises, voire même au-delà, obtenu toutes les autorisations nécessaires pour que le transfert de l'urne funéraire se fasse sans encombre. Puis, j'ai attendu la date du départ. Cette attente fut longue. J'ai en fait énormément, affectivement investi ce voyage. Une fois en Namibie, enfin, bien non, nous nous sommes, hélas, fait dérober dès le 2e jour de notre séjour une partie de nos bagages dans un vol à la roulade. Nos valises étaient dans le coffre de notre voiture de location, garée en filet fermé. Parmi les sacs dérobés se trouvait l'urne contenant les cendres de ma maman. Le 7 juin 2016, soit 13 mois jour pour jour après qu'elle ait expiré son dernier souffle. Elle s'est ainsi littéralement envolée. Hélas, pas dans le sens où je l'entendais. Hélas, pour qui? Pour elle? Pour moi? Passé le choc et l'effondrement émotionnel qu'a occasionné cette mésaventure surréaliste, je cherche désormais quel sens donner à cette histoire. Ce récit peut sembler rocambolesque, digne d'un scénario. Il n'est absolument pas. Et il touche à quelque chose d'essentiel et de profond. Je le perçois même si je ne parviens pas encore à prendre le recul véritable par rapport à l'événement. Enfin, j'ai bien entendu des pistes de réflexion, quelques convictions et intuitions, mais je me bats parfois avec des sursauts de détresse intenses lorsque ce vol me revient à l'esprit. Alors sur place, j'ai porté plainte. La police namibienne n'a rien retrouvé à ce jour et à ma connaissance, le voyagiste a fait des appels à la radio et via les médias sociaux. Je dois désormais accomplir un signalement auprès du Quai d'Orsay au cas où l'urne serait retrouvée dans l'avenir en raison de la législation relative à la protection des corps. De fait, je me suis sentie dépossédée. Ma démarche est restée inachevée. Je n'ai pas conduit ce projet intime et personnel à son terme. Ma maman a certes atterri sur le sol namibien, mais où sont ses cendres aujourd'hui? Ayant quitté avec regret, enfin c'est un euphémisme, la Namibie, je m'interroge. Aurais-je dénaturé la volonté de ma maman ou, au contraire, s'est-elle échappée pour gagner définitivement une forme de liberté? Elle s'était définie en fin de vie comme un oiseau migrateur. M'invite-t-elle, de mon côté, à lâcher prise? M'invite-t-elle de mon côté à lâcher prise, comme le voudrait l'hypothèse d'une fugue posthume? Ce que le mail de ma correspondante raconte, en fait, c'est une enquête. Une enquête d'abord quant à savoir ce que sa maman désire quant au lieu propice à ce qui devrait, selon la dénomination, s'appeler le repos. Enquête qui rassemble en même temps, dans le même geste, ce que la maman était, la question de ses origines par exemple, ce qu'elle aimait, les déserts, les voyages, une recomposition en quelque sorte d'une vie à présent accomplie. Une enquête ensuite pour savoir le sens à donner aux événements. Quand elle dit « j'ai bien entendu des pistes de réflexion, quelques convictions et intuitions », alors est-ce un vol à pleurer ou un geste de liberté à célébrer dans une forme d'humour ou de joie? Trouver un sens à une narration possible et en fait leur donner une suite. Lors d'une conversation qui nourrissait au sujet de ce que les morts peuvent attendre de nous, le philosophe Mathieu Podbonneville proposait de redonner un sens au terme « comprendre », le sens que Wittgenstein avait suggéré. Si on donne à quelqu'un le problème suivant, allez, 3, 6, 12, 24, eh bien, il montrera qu'il a compris s'il ajoute 48. Je ne sais pas si Wittgenstein avait dans la tête toutes les significations qu'on peut déployer à partir de cet exemple, mais je ne peux m'empêcher, moi-même comme héritière du philosophe William James, d'entendre que comprendre, c'est bien sûr prendre avec, mais surtout c'est d'abord ajouter.
Surenchérir, dirait le psychanalyste Jean Aoulouche, qui y entendait chérir encore plus. Et c'est en même temps donner une suite au problème. 6, 3, 6, 12, 24, 48. Je prends avec, j'ajoute, je donne une suite. Prendre avec se charge alors, à propos d'un problème, du sens d'en hériter et de le prolonger. Donner une suite ou donner suite. Les personnes qui m'ont raconté des histoires, enfin leurs histoires avec leurs défunts, m'ont appris qu'elles cultivent cet art de la suite. Et c'est, je crois, ce qu'elles m'ont offert en l'accomplissant elles-mêmes dans leurs gestes, leurs actes, les mots et les phrases des récits qu'elles ont partagés avec moi. Elles m'ont donné, moi, ce qui me manquait, la possibilité de donner aux choses qui me touchent, à ces choses-là précisément que nous partagions, le pouvoir de m'interpeller sur un mode qui avait une chance de convoquer de la pensée. Car c'est bien ce que je crois que je cherchais tout au long de cette enquête, qui avait ouvert une perte dans ma propre vie, un chagrin immense auquel s'ajoutait celui de mes parents et de tous mes proches. Il me fallait donner à ce qui me touchait le pouvoir de me faire penser. Donner à ce qui nous touche le pouvoir de nous faire penser, voilà le sens des enquêtes que je découvrais chez chacun de ceux qui partageaient un récit, celui de Marie-Laure et de sa morte fugueuse, et celui de tous ceux dont je vais vous parler. Ces histoires dont ces personnes font l'expérience et dont elles ont choisi, dont elles ont fait plutôt le pari risqué qu'elles les obligeraient à penser, ces histoires par lesquelles ces personnes elles-mêmes donnent une suite à des événements auxquels elles essayent d'être à la hauteur ou à propos desquels elles essayent d'être à la hauteur, ces histoires m'ont donné à moi, à mon tour, cette possibilité de faire suite, de prolonger et pourquoi pas d'en hériter. Ainsi, pour reprendre ces histoires, je dirais que la première chose qui m'a touchée, ou qui a touché quelque chose qui attendait d'être touché en moi, c'est le fait que toutes demandent une suite. Mais que veut dire donner une suite? N'est-ce pas ça, en fait, le sens propre du terme enquêter? Partir en quête, chercher, rassembler les histoires, témoigner, apprendre? À l'une de mes étudiantes travaillant avec moi sur ce sujet, Margot d'Outre-le-Pont, une jeune femme qui avait perdu son père a raconté ce rêve. Je vais le reprendre les mots qu'elle a utilisés, la citer donc, car comme je l'ai découvert, le choix des mots pour donner suite à une expérience de ce type importe, et importe terriblement. Voici ces mots. La dernière fois qu'on avait le projet de vendre la maison, j'ai rêvé de cette maison. Mon père est venu, donc elle parle dans le rêve évidemment, mon père est venu et il nous a tous dit « Allez, montez au grenier, il va y avoir une tempête ». Cette tempête qu'on regardait par la fenêtre, eh bien, elle nous a sauvés. C'était des morceaux de pierre de vent et de mer. Cette maison, avec lui, elle nous a sauvés. C'est lui qui nous a dit « Il faut la garder d'une certaine manière ». Et ça, c'est dans notre rêve. Je l'ai rêvé. Oui, ce sont des rêves comme ça. Alors là, finalement, on a décidé de garder la maison, de ne pas la vendre. Je voudrais souligner, d'abord, que ce rêve parle, comme elle le dit si justement, d'une certaine manière. En fait, c'est là sa langue et son mode d'adresse. C'est à cette manière que Samia a décidé de faire honneur. Il y a là, à l'œuvre, tout un travail de lecture de signes et de leur mise en connexion, une véritable sémiologie à la recherche de la grammaire adéquate. La tempête, le grenier, l'avertissement, la vue par la fenêtre et finalement la réalisation au sens de traduction en acte de la proposition de mise en garde faite par le père dans le rêve. On ne vendra pas la maison. Que fait-on dans ce rêve? On enregistre des indices, des indications, comme en fait dans une proposition, comme on le ferait pour une proposition oraculaire. Car ce rêve, en fait, en relève des propositions oraculaires. Et c'est d'ailleurs ainsi que l'entend la rêveuse. Elle prend son rêve au sérieux, ce qui veut dire non pas qu'elle le traduit dans les termes de l'adéquation à une réalité, mais qu'elle l'entend comme une énigme qui attend, qui demande une réponse. Donc pas tant qu'est-ce que ce rêve signifie, mais plus littéralement,
Qu'est-ce que ce rêve veut dire? Et c'est le vœu qui compte ici. Que veut-il de nous, ce rêve? Alors, donner une suite, c'est également apprendre à répondre à ce que l'on constitue comme une demande. On apprend à répondre à ce qui demande une suite, parce que quelque chose s'est achevé trop tôt et demande un autre accomplissement. Une correspondante d'Annie Dupéret, la comédienne qui a écrit le très beau livre Le voile noir, lui a écrit une lettre, en réponse d'ailleurs à ce livre. Voici ce qu'elle écrit. « J'ai 1000 raisons de vous dire cela. Les morts ne sont morts que si on les enterre. Sinon, ils travaillent pour nous, ils terminent autrement ce pourquoi ils étaient faits. Et nous devons les accompagner et les aider à nous accompagner dans un va-et-vient dynamique, chaud et éblouissant. » Eh bien, avec ces quelques mots, l'auteur de cette lettre saisit un des thèmes les plus caractéristiques des relations qui, chez nous, se nouent entre ceux qui restent, comme les Anglais disent si joliment, ils parlent des left behind, et ceux qui ne partent pas tout à fait. Et ce thème, c'est celui d'un accomplissement auquel le mort lie le vivant. Terminer ce pourquoi on est fait, comme elle le dit, évoque bien l'idée de l'accomplissement. Si nous ne prenons pas soin d'eux, les morts meurent tout à fait. Mais si nous sommes bien sûr responsables de la manière dont ils vont persévérer dans l'existence, cela ne signifie en aucune façon que leur existence soit totalement déterminée par nous. Il nous revient la charge de leur offrir plus d'existence. Et ce plus s'entend certes au sens d'un supplément biographique, un petit prolongement de carrière, un prolongement de présence, mais surtout dans le sens d'une autre existence. Le plus d'existence, en d'autres termes, est une promotion de l'existence du défunt. Elle ne sera ni celle du vivant qu'il était, elle aura d'autres qualités, ni celle d'un mort muet et inactif, totalement absent, qu'il pourrait devenir faute de soins et d'attention. Le mort devient autrement, c'est-à-dire sur un autre plan. Et c'est ce que j'ai retrouvé quand j'ai lu l'histoire du comédien Patrick Chesney, qui, à la mort de son fils, avait continué à laisser des messages sur sa boîte vocale, et puis qui, à la fermeture de la ligne téléphonique, lui a écrit des lettres s'adressant à lui, et en disant que grâce à ces lettres, son fils vivrait, je le cite, quelques années de plus d'une autre façon. Et c'est bien ce qu'affirme finalement la correspondante d'Annie Dupéret lorsqu'elle évoque le fait que les morts terminent autrement ce pourquoi ils étaient faits. Amener un être à plus d'existence qui lui permette de continuer à influer sur la vie des vivants demande donc tout un travail, ou plus précisément une disponibilité qui n'a pas grand-chose à voir avec le fameux travail de deuil. En fait, les morts demandent à être aidés, à nous accompagner, comme le disait encore cette correspondance. Ça veut dire qu'il y a des actes à réaliser et des réponses à donner à cette demande. Répondre à cette demande, donc, non seulement accomplit l'existence du mort, mais l'autorise à modifier la vie de ceux qui répondent ou qui apprennent à répondre. C'est ça aussi, donner une suite. Alors, une de mes amies, Evelyne Van Poppel, m'a raconté qu'après la mort de son père, elle qui est une excellente marcheuse en montagne, elle a emmené l'urne sur l'un des sommets de l'Everest afin qu'il puisse voir le plus beau des levers de soleil dont elle lui avait parlé. Un de mes proches prépare à chaque anniversaire de son épouse défunte le repas qu'elle préférait. Une de mes amies porte les chaussures de sa grand-mère afin, dit-elle, qu'elle continue à arpenter le monde. Et moi, j'écris des histoires inachevées afin de prolonger leur inachèvement, afin qu'elles restent ouvertes, afin de leur offrir un avenir qui n'a rien à voir avec le futur. Ce que font ces personnes, c'est prolonger activement la vitalité de ceux dont on dit qu'ils ne sont plus et lutter tout aussi activement contre ce jugement de non-existence. Toutes ces personnes, en d'autres termes, s'opposent activement à la conception dominante, la conception dite désenchantée de la mort, à la théorie officielle, la théorie du deuil, qui, en quelque sorte,
jouerait le rôle de gardien de l'ordre des psychés et des affects. Car cette théorie du deuil, cette théorie du travail du deuil, est devenue une véritable prescription. On doit faire le travail du deuil. L'endeuillé doit faire l'épreuve de la réalité, ce qui veut dire qu'il doit accepter que le mort n'existe plus d'aucune manière si ce n'est comme souvenir et qu'il doit s'en détacher pour investir des objets nouveaux. Eh bien, c'est justement ce que ces personnes refusent. Elles savent que ce qu'on désigne par le terme réalité, dans ce qu'on appelle épreuve de réalité, est une version parmi bien d'autres des réalités possibles. La version qui s'est en fait trouvée dans notre tradition moderne, imposée par un concours de circonstances comme les luttes contre le pouvoir de l'Église et les croyances populaires, la montée du positivisme et l'essor des sciences humaines avec leur croisade de promotion de la rationalité. En fait, ces personnes résistent dans un milieu, reconnaissons-le, souvent hostile, disqualifiant et peu enclin à remettre en cause sa conception de la réalité. Et elles résistent activement, politiquement, contre des processus dont elles ont compris qu'ils ne sont rien d'autre que des opérations de domestication des psychés. Ces personnes résistent d'autant mieux qu'elles pensent, à juste titre, que c'est ce que leurs défunts attendent d'elles. Comme le disait joliment la correspondante d'Annie Duperet, les morts ne sont morts que si on les enterre. Elles ont compris que les morts ne le sont vraiment que si on cesse de s'entretenir avec eux, c'est-à-dire de les entretenir. Et elles ne cessent de poser cette question et d'y répondre avec toute l'inventivité dont elles sont capables. Eh bien, mon mort, ma morte, qu'attend-il de moi? Qu'attend-elle de moi? Que voudrait-il ou que voudrait-elle que je prolonge à présent qu'il ou elle n'est plus là pour achever ce qu'il ou elle avait commencé? Enquête encore, comme suite encore et toujours à donner et à inventer. Alors certains ou certaines sentent des présences, ou plutôt, comme je l'ai souvent entendu le dire, ont le sentiment d'une présence de présence. D'autres, en revanche, savent que la présence et la promotion d'existence qui permettraient à leur mort ou leur morte de continuer à vivre et à affecter les vivants, à les aider, demandent des gestes. Aussi accomplissent-elles certaines choses. Parler avec le mort ou avec la morte, écrire des lettres, préparer un repas, écrire un livre qui parle de lui ou d'elle, porter un bijou, des chaussures, garder des photos, des objets, accueillir dans les rêves. Ça, c'est important, accueillir dans les rêves. En fait, aucune de ces personnes n'affirme que les morts sont dotés des mêmes caractéristiques que lorsqu'ils étaient vivants. Aucune n'a de certitude quant à ce qu'il faut entendre par présence. Au contraire, ces personnes cultivent l'hésitation. Elles multiplient les versions pour ouvrir des possibles. Et surtout, elles honorent l'expérience qui leur arrive en essayant d'y mettre le maximum d'intelligence. Je ne sais combien de temps il faudra encore avant que ces mouvements de résistance tenus par chacune de ces personnes individuellement puissent sortir de l'intimité, qu'ils trouvent des milieux un peu moins hostiles et disqualifiants. Mais il y a des lieux où ce travail commence à être amorcé, il y a des rituels qui commencent à se remettre en place ici et là, des gens qui travaillent, des hôtels qui se montent, dans plusieurs, à Bruxelles par exemple, dans les Marolles, il y a un hôtel aux défunts qui est fait. Je parle au carnaval de Samein, dans la région de Tarnac. Et je vais vous parler d'une expérience qui m'a particulièrement touchée. C'est celle qu'a étudiée aux États-Unis une jeune anthropologue, Alexa Agerty, qui a observé un véritable travail politique autour des funérailles. Et ce mouvement activiste s'appelle les funérailles à domicile. Alors, les funérailles à domicile relèvent de l'initiative de quelques personnes qui, il y a quelques années d'ici, qui se sont collectivement mobilisées pour résister et dénoncer la manière dont sont traités aux États-Unis, mais il n'y a pas qu'aux États-Unis, dont sont traités les corps des défunts, la commercialisation de ces traitements par les pompes funèbres, l'exclusion des proches, la violence imposée au corps par les techniques d'embaumement notamment. Et en fait, ces collectifs ont décidé
de réapprendre à prendre soin des morts et partager leurs expertises. Alors, les conseillères, ainsi formées, se chargent de résoudre les problèmes administratifs et légaux, d'aider à prendre soin du corps, de contrôler sa décomposition et d'organiser la veillée du défunt. Ce sont ce qu'on appelle des sages-femmes des morts. Alors, ces veillées font particulièrement l'objet de leur attention. Les corps morts, disent-elles, ne sont pas des objets inertes, mais conservent le statut de personne. Il faut, disent-elles encore, continuer à leur parler avec amour, doucement, en choisissant les mots avec soin, car, disent les sages-femmes, si nous devons nous habituer à les voir partir, les défunts eux-mêmes doivent s'y habituer et nous devons les y aider. La mort, dans ce contexte, ne s'inscrit plus dans la temporalité médico-scientifique. Elle n'est plus ce qui advient à un moment déterminé et surtout, constatons, déterminé par les médecins. Elle devient un processus long dans lequel ce qu'on appelle l'agentivité ou la puissance d'agir de la personne reste, comme le dit Agherty, vibrante, et ce notamment parce que les communications restent possibles avec le défunt. Alors, un exemple, lors d'une veillée autour de Lars, qui est un musicien, qui est décédé suite à de graves problèmes respiratoires, Alexei Agherty est là, avec Petra, son épouse, et une sage-femme des morts, Heidi. On parle doucement, entre soi et avec lui. Mais la bouche de Lars est grande ouverte. Et elle l'est depuis qu'il est mort, il y a quelques heures. Et cette bouche grande ouverte rappelle sa maladie et son agonie. Alors, l'épouse et la sage-femme s'efforcent de lui fermer la bouche, mais en vain, ça ne marche pas. Le foulard ne tient pas. Bon, à un moment, elle se décourage, puis ils sont appelés dans une autre pièce pour quelques tâches. Elle se change les idées. Et quand elles reviennent, Lars a la bouche fermée et sourit. Petra et Heidi sont toutes deux d'accord. C'est un signe, et peut-être même un signe qu'il leur laisse. Il ne souffre plus et est en paix à présent. Et c'est bien ainsi qu'a été compris le sourire de Lars, comme un signe. Mais qu'est-ce qui fait signe ? En fait, un signe est toujours le produit d'une connexion, une liaison active entre des êtres et des choses. Mais dans ce contexte, il prend un sens particulier. C'est le produit d'une conspiration d'événements. En fait, il n'est pas défini par son origine, qui peut rester indéterminée, ou dont la détermination n'offre aucune garantie. Est-ce que c'est Lars qui a souri ? On ne sait pas. Mais il demande un destinataire. Il y a quelqu'un qui doit être là pour accueillir le signe. Car un signe n'a de sens qu'à être adressé et à ce que quelqu'un réponde à cette adresse. En fait, un signe sollicite un interprète. Plus justement, peut-être même un signe, c'est quelque chose qui vous apostrophe, qui vous détourne, qui détourne certains éléments de la réalité pour vous faire bifurquer, penser, sentir, être étonné, surpris, comprendre autre chose. Ce qui veut dire que l'interprète, en fait, n'est pas tenu d'interpréter, mais juste d'acter qu'il y a signe. Le signe traduit, tout autant qu'il active, la vitalité des relations entre les vivants et les morts. Donc, la sage-femme et Petra sont d'accord sur le fait que le sourire de Lars est un signe. Il réconforte sa femme et sa famille. Le dire comme cela, c'est prêter attention aux effets. Plus précisément, c'est prendre soin des événements dans leurs effets. On n'est pas obligé d'aller plus loin. Ce « il réconforte », c'est qui ? C'est quoi ? C'est le sourire ? C'est Lars lui-même ? Mais on le pourrait, si on le souhaitait. On pourrait suggérer, en effet, par exemple, que Lars, en souriant, a donné un signe à ses proches. Et ceux qui cultivent la pratique des funérailles à domicile l'accepteraient sans aucun problème, ou même le proposeraient eux-mêmes, du fait qu'ils pensent que la mort, il et elle pensent que la mort n'interrompt pas le processus de vie. En fait, les cellules continuent pendant quelque temps d'échanger, les cheveux continuent de pousser et le corps de se transformer. Les sages-femmes des morts donc partagent la conviction que la mort n'est pas une affaire de tout ou rien. Le cœur peut avoir cessé de battre, mais il y a toujours quelqu'un, une forme de présence, peut-être affaiblie. Elles font l'hypothèse que les morts continuent à comprendre et même à répondre aux mots des vivants et que la question du souci
n'est pas du seul ressort des vivants. Le mort peut répondre aux moyens d'expression faciale, le sourire, d'odeur, au travers de signes de la nature ou de l'environnement immédiat ou de pensées qui vous traversent et dont vous avez l'impression qu'elles ne viennent pas de vous. Il peut encore parler à ceux qui restent au travers de souvenirs ou de pensées qui adviennent en sa présence. Ce sont des signes et comme tels, il reste ouvert à la possibilité d'être compris autrement. Lars sourit pour réconforter sa famille et donc la sage-femme, comme la veuve, l'interprète de cette manière. Mais la sage-femme ajouterait également qu'il arrive que la mort puisse modifier la musculature du visage de telle sorte à produire un sourire post-mortem. Ce serait un phénomène biologique. Or, constate Alexa Agherty, une explication n'empêche pas l'autre. La sage-femme ajoute une possibilité, non pas sur le mode du ou bien, mais sur celui de ah, ou alors encore, dans le registre grammatical précieux des conjonctions et encore, et alors. Les ou bien disjonctifs et polémiques des conceptions privilégiées sont donc soigneusement remplacés par des et ce sont ces et qui contestent en fait l'épistémologie médicale. Car au contraire de cette dernière, le dispositif des funérailles à domicile considère que chaque version ajoute à la situation plutôt qu'elle n'oblige à soustraire une hypothèse à une autre pour s'y substituer. Donc le fait que le sourire puisse être un phénomène naturel, biologique, n'empêche pas que Lars ait pu vouloir réconforter sa famille. Ou comme me le disait un de mes amis, un jour que je lui racontais une histoire semblable, mais pourquoi voudrais-tu que les morts n'empruntent pas les lois de la biologie? Ce ne sont pas donc les hypothèses de l'enchantement qui contestent l'épistémologie médicale, qui contestent les hypothèses des médecins, c'est l'affirmation de la possibilité de coexistence de versions multiples et contradictoires. Le « et » introduit une contestation non polémique, je dirais une contestation ouverte au fait qu'elle ouvre à d'autres narrations, en termes de « il y a toujours autre chose ». En fait, ce que fait Heidi, ce n'est pas expliquer, moins encore rationaliser, c'est agir sur des manières de penser et de sentir. C'est cultiver, et c'est ça ces manières de penser et de sentir, c'est cultiver, apprendre à cultiver l'art de passer d'un monde, celui où un sourire est biologique, à un autre, celui où un sourire est un signe, passer d'un monde à un autre sans basculer, ou pour utiliser une autre image, c'est faire communiquer des manières de penser et de sentir hétérogènes et normalement contradictoires et les inscrire dans de nouvelles relations. C'est donc apprendre à faire coexister. Et c'est ce que font avec grand soin ceux qui font l'expérience de signes, de présence, ou encore simplement ceux qui font quelque chose, porter un bijou, célébrer malgré l'absence un anniversaire, écrire des lettres adressées, continuer à parler avec celui qui n'est plus vraiment là, pour maintenir une forme d'existence à ceux qui ne sont plus, sans, de ce fait, n'être plus là du tout. Patricia, une des sages-femmes des morts, par exemple, continue de parler avec sa fille presque tous les jours depuis 13 ans. Sa fille, non seulement aurait 20 ans aujourd'hui, mais elle a 20 ans aujourd'hui, parce que Patricia et elle se parlent depuis 13 ans, et de ce fait, ceci rend sensible le fait qu'elle a pu continuer à grandir. Et lorsqu'Alexa Agherty demande à Patricia, la maman, comment elle a appris à communiquer avec sa fille, Patricia répond « En fait, on a appris ensemble. » Et elle a appris des techniques, comme les sages-femmes des morts cultivent des techniques pour aider les morts à bien partir et aider les vivants à les y aider. Le meilleur moment pour essayer, dit Patricia, c'est juste avant de dormir et juste après le réveil, car, dit-elle, le voile est fin à ce moment-là. Ce sont les meilleurs moments pour entrer en connexion avec le monde des invisibles. À certains moments, continue-t-elle, vous donnez de l'énergie aux morts. À d'autres, ce sont eux qui vous en donnent. Et ça aussi, ça s'apprend et ça se cultive. Et Patricia conclut, l'acte de donner
crée la connexion pour recevoir. Ce que Patricia décrit, c'est un agencement d'actes qui transforme les êtres en présence. Une fille qui fait de sa mère une mère de fille de 20 ans et une mère qui aide sa fille à grandir. Ce que fait Patricia n'est pas déterminé par le fait d'être dans ces collectifs, mais il peut y être accueilli, entendu, cultivé, encouragé éventuellement, avec ce que mon ami le philosophe Marcos Mateos appelle si joliment une politesse environnementale propitiatoire. Une politesse environnementale propitiatoire. Toutefois, ce type de récit par lequel Patricia fait honneur aux événements dont elle fait l'épreuve, j'ai pu l'entendre aussi chez nous, en Belgique, en France, et ce, malgré l'absence, la relative absence de milieux favorables. Ainsi, Jean-Christophe Janin, qui vient d'ailleurs de sortir un livre, une véritable lettre écrite à son fils disparu, Jean-Christophe Janin m'a raconté dans un mail que des personnes avec qui il entretient une correspondance et qui ont perdu leur fille Juliette, eh bien, ont placé sur sa tombe une boîte aux lettres. Ainsi, me dit Jean-Christophe, reçoivent-ils régulièrement des messages de personnes qui aiment Juliette et même d'inconnus de passage. Ainsi, conclut-il, elle vit toujours. Et il ajoute que sa maman dit « C'est dur d'élever un enfant mort ». Et il commente « Pour rendre cette action plus légère et positive, il vaut peut-être mieux penser élever comme instaurer et non comme éduquer ». Alors les mots de Jean-Christophe Janin sont justes dans le sens où il touche avec beaucoup de tact et d'intelligence l'expérience qu'il relaye. Et surtout avec beaucoup de tact, l'intelligence qu'il relaye. Car c'est bien ce que font ses parents, élever une enfant, instaurer son existence et la promouvoir, et continuer à la faire grandir. Ils la font persévérer dans l'être. Et cette existence nouvelle de Juliette, qui prolonge celle qu'elle avait commencée, est exigeante, elle demande des soins, de l'inventivité, de l'attention, grâce auquel cette existence peut à présent s'épanouir. Car avec cette boîte aux lettres, Juliette continue à vivre pour d'autres, et même à exister pour d'autres qu'elle n'a même pas connus dans sa première vie, et qui participent activement à présent à soutenir l'existence dont elle bénéficie grâce à tous. Donc elle reçoit ce supplément de biographie qui lui permet même de nouer de nouvelles relations et de prolonger d'anciennes, ce qui lui permet en somme d'être présente, au sens également d'être conjuguée au présent et de continuer à agir dans d'autres vies. Et l'on peut dire, je crois, de ces histoires et de ces expériences qu'il s'agit non seulement de donner une suite, mais également de donner dans cette suite la possibilité aux morts comme aux vivants de prendre soin les uns des autres. Car avec cette boîte aux lettres, et les lettres qui y sont déposées par les amis de Juliette et même par des inconnus, je crois qu'on peut dire que Juliette continue de prendre soin de ses parents par personne interposée, par médiateur, par intercesseur, par intermédiaire. Et sans doute est-ce toujours le cas que le soin doit opérer par personne interposée dans ces cas-là. Alors les rêves à cet égard constituent un site particulièrement privilégié pour se prendre soin des morts et des vivants les uns à l'égard des autres. Alors on m'a raconté à moi de très nombreux rêves dans lesquels celui ou celle qui n'était plus venait demander à ceux qui restent, par exemple, de ne plus être tristes, de cesser de pleurer. Et combien de fois d'ailleurs n'ai-je entendu que le mort ou la morte venait à fait avec le reproche « En pleurant autant, tu m'inquiètes, en pleurant autant, tu me rends triste, tu m'empêches de vraiment partir ?» Et moi-même, je vous avoue, je garde un souvenir plein de rire et de frayeur, je reconnais, d'une engueulade onirique d'une morte, je dois dire pas commode, celle-là même par qui cette enquête a commencé et qui m'a sérieusement enjoint de rompre avec ce que j'avais fini par considérer comme un devoir de chagrin. C'est donc parfois avec l'ordre de reprendre le fil de la vie, parfois celui de la joie, qu'il faut donner une suite. Et c'est un ordre, en fait, qui ne peut être accepté que venant d'eux ou venant d'elles, et qui montre finalement que l'inquiétude,
la préoccupation, parfois même la volonté de partager des événements heureux avec ceux qui restent ne disparaît pas tout à fait chez les défunts. Ainsi, une jeune femme enceinte a raconté à ma doctorante Laura Perrichon que la veille de sa première échographie, son père est venu dans son rêve lui dire qu'il était heureux que ce soit un garçon. Et le lendemain, c'était bien un garçon. Mais c'est pas ça qui importait. Ce qui importait, c'est que son père lui signifiait qu'il partageait sa joie avec elle. Rêve encore. Le socio-anthropologue Jérémy Damian m'a raconté que dans son autobiographie, le chanteur et musicien Dave Van Ronk, un des acteurs principaux de ce qu'on appelait le revival folk début des années 60 aux États-Unis, consacre quelques pages pour évoquer son admiration à l'égard d'un vieux bluesman, Gary Davis, un révérend aveugle auprès duquel il avait appris, plus qu'auprès de quiconque, à maîtriser la guitare. Van Ronk était fasciné par la technique et il décrit dans cette autobiographie les séances au cours desquelles il demande au vieux bluesman de lui jouer tel ou tel morceau, voire tel ou tel de ses riffs pour s'entraîner à les reproduire. Et durant toutes ces leçons particulières que lui donnait le révérend, en fait, Van Ronk a toujours buté sur une difficulté technique. Et il en détaille une en particulier qu'il n'a jamais réussi à maîtriser malgré ses efforts répétés. En 1972, le révérend meurt. Quelque temps après, Dave Van Ronk fait un rêve au cours duquel il se retrouve à assister au premier rang à un concert de ce dernier. Et au moment de jouer justement le passage immaîtrisable, celui que Van Ronk n'a jamais réussi à apprendre, lui, il est au premier rang, il regarde et son maître est en train là de jouer dans son rêve. Et au moment de jouer ce passage impossible, qu'est-ce qu'il voit ? Le révérend ralentit la cadence, se penche vers celui qui l'observe au premier rang, comme pour lui montrer une dernière fois la technique, le coup de main à prendre. Le lendemain, raconte Van Ronk, à son réveil, il va prendre sa guitare, réessaye le passage en question et pour la première fois, le passe. Tadam. Eh bien, on reconnaît là, dans cette histoire, la marque de fabrique des récits que convoquent les morts. Ce sont des situations qui manifestent la puissance mobilisatrice des énigmes. Chacune de ces histoires peut convoquer quantité d'hypothèses, de la plus rationnelle à la plus enchantée, dont aucune ne pourra prétendre s'imposer aux autres. Elles demandent en fait ces histoires, ces énigmes, ce que le poète John Keats appelait la negative capability, c'est-à-dire la capacité négative, le fait d'être en paix avec l'ambiguïté, de rester avec la difficulté des contradictions et du non-savoir, et d'accueillir la pluralité des versions. Mon amie Pauline Bastin m'a quant à elle raconté que sa maman, quelques mois après la mort de son père, lui a annoncé « Ton père est venu pendant la nuit ». Je lui ai demandé, dit Pauline, où il était, et ma mère m'a dit « Il était devant la porte ». Pauline lui a alors posé la question « Qu'est-ce qu'il a fait ?» Sa mère lui a répondu « Il est venu, il a regardé si ça allait, puis il est reparti. » Alors, raconte Pauline, je lui ai demandé « Mais tu as rêvé ?» Et ma mère a affirmé « Non, je n'ai pas rêvé. Il est venu, je l'ai vu, il est venu voir si ça allait, je n'ai pas rêvé, je l'ai rêvé. » Pauline a été surprise du langage que sa mère avait utilisé, car, dit-elle, il était inhabituel de la part de cette femme d'expression modeste, inhabituel de faire ce travail d'élaboration et de nuance qu'elle n'avait jamais fait ou entendu auparavant. Sa mère, dit-elle, s'était efforcée de traduire un entre-deux. Elle a dû inventer une formule pour dire quelque chose qui n'est ni du domaine du rêve, ni de la réalité usuelle, ni du voir, ni de l'absence de ce qui est perçu. Avec cette formule énigmatique, dit encore Pauline, avec ce « je n'ai pas rêvé, je l'ai rêvé », sa mère invente de nouveaux sens aux mots. Elle crée des homonymies, elle détourne les significations. Le verbe rêver reçoit un autre sens au détour de la phrase par le procédé le plus simple et pourtant le plus sophistiqué, un simple auxiliaire de plus, l'apostrophe, un simple auxiliaire de plus, avoir, et un simple L de plus, l'apostrophe de plus, du fait de « je l'ai rêvé », et qui rend
sa signification totalement indéterminée. La mère de Pauline, en fait, enrichit la langue afin de partager avec sa fille cette expérience-là, en communiquer la juste tonalité, distribuer avec tout un art du dosage les modes de présence, les régimes d'existence. Eh bien, c'est cela, j'ai appris à le reconnaître, que j'ai appris à appeler le tact ontologique, de la part de la mère, comme de celle de sa fille. Car cette expérience n'a pu faire l'objet de cette volonté de partage, de cet effort d'inventivité, que parce que Pauline a exploré une manière que je dirais juste d'interroger sa mère. En fait, elle ne demande pas ce que sa mère a vu, mais ce que son père a fait. C'est l'art des enquêtes et des convocations, parce que ça change tout. Car cette question, elle ouvre l'histoire. Elle s'est adressée à la situation exactement là où sa maman situait son expérience. Ce qu'on pourrait appeler à la suite de Gilles Deleuze, le philosophe, elle s'est adressée à la situation par le milieu. Pauline aurait créé probablement une amorce bien plus contraignante si elle avait d'emblée formulé sa question dans le régime de la subjectivité. Qu'est-ce que tu as vu ? Les morts ont des marges de manœuvre tellement étroites dans leur manière d'être, des latitudes d'action tellement contraintes qu'il vaut mieux parfois délibérément leur accorder le privilège de l'initiative. On appelle érothétique l'art de poser les questions. C'est l'art, comme l'étymologie le rend si bien, de faire passer le désir de savoir et surtout le désir de susciter des histoires. L'art de donner une suite à nouveau, une suite qui soit à la hauteur de la situation. André raconte à Laura Périchon, ma doctorante, que sa mère en fin de vie souffrait terriblement. Et cette maman s'est dit, sa maman s'est tournée, dit-elle, intérieurement vers son... Pardon, excusez-moi. André s'est tourné intérieurement vers son père, lui-même décédé 2 ans auparavant, pour lui demander, un soir où ça n'allait vraiment plus, elle avait été voir sa maman à la maison de retraite, et elle était revenue, mais en se disant, c'est pas possible. Et donc elle s'est tournée vers son père intérieurement et lui a demandé, voilà ce qu'elle dit, écoute maintenant, ça suffit, tu viens la chercher. Moi, je ne peux plus la voir souffrir comme ça. Et elle raconte à Laura, c'était le 15, et dans cette nuit-là, à 2 heures du matin, la maison de repos téléphone, maman est décédée. Je sors de mon sommeil et je me dis, oh, c'est pas possible, parce que quand j'ai dit ça à papa, je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse, hein, comme ça. Et puis, hop, je me suis demandé si c'était un lien à maman qui faisait que, parce qu'on dit parfois aussi, le lien à la mère, enfin, qu'on la laisse partir et puis que... Enquête encore. Comment faire suite à cette histoire? Comment la comprendre? C'est ça la question d'André. Que faire avec? Et les hypothèses se multiplient. Est-ce que c'est son père qui l'a entendu? Ou bien est-ce que ce serait son lien à sa mère qui aurait permis que son vœu l'atteigne et lui offre la permission de partir? Ou bien ce serait une coïncidence? L'histoire reste vivante et avec elle, la relation, peut-être même par elle, la relation. Et c'est toujours André qui racontera qu'à l'enterrement de son père, donc 2 ans auparavant, cette histoire, un verre avait littéralement explosé dans la main d'un de ses oncles. Alors ils se sont dit, ça c'est un coup de papa. Oui, mais 2 ans après, à la mort de la maman dont je viens de parler, le phénomène se reproduit exactement, de la même manière. Un verre explose. Ça, dit André, c'est quelque chose qui m'a donné à penser, en disant, qu'est-ce qui se passe ici? C'est comme s'il mettait un peu de légèreté dans quelque chose qui était lourd et difficile. Fin de citation. Eh bien, je crois que la façon dont André relate ces 2 histoires est signalée dans ce qu'elle précise. C'est quelque chose qui donne à penser. Et elle ajoute, qui traduit cette mise au travail de la pensée, un comme si. En effet, c'est comme si il mettait un peu de légèreté, qui situe d'ailleurs son histoire dans le régime des fabulations. C'est comme si, en fait, le comme si, c'est le régime des signes. C'est ça le régime des signes. Il y a toujours un comme si dans un signe. Le comme si, le signe parle en comme si. Répétition,
insistance, détournement. Nanou, par exemple, qui raconte que le jour anniversaire d'un beau voyage qu'elle avait fait autrefois avec son mari, qui est présent décédé, et sur le lieu même de ce voyage, elle est avec sa fille et s'achète une paire de boucles d'oreilles. Puis elle le regrette, elles étaient vraiment beaucoup trop chères. Sa fille lui dit, écoute, achète-toi un billet de tombola, de loterie, la coïncidence des dates et du lieu mérite de tenter d'autres coïncidences. Eh bien, le billet de loterie gagnant est du montant exact du prix du bijou. Comme s'il avait voulu, dit Nanou, lui faire un cadeau. Est-ce le mort qui est intervenu? Est-ce qu'on est particulièrement disponible à les entendre quand les lieux et les dates coïncident? Les signes sont-ils fabriqués pour permettre cette disponibilité? En fait, Nanou elle-même traduit les possibilités plurielles de cette histoire lorsqu'elle dit « Je suis sensible à certains faits dans lesquels je peux déceler les signes de la présence de mon mari ou, pour être plus exact, de la vitalité de notre histoire dans ma vie d'aujourd'hui. » Les signes procèdent en fait par intensification. Ça peut être un oiseau qui se présente à plusieurs reprises, un oiseau qu'on n'attendait pas, du moins pas là et pas de façon répétée, ou une neige inopinée, mais tiens, il ne devrait quand même pas neiger, c'est plus la saison, ou autre chose, par exemple une chose qu'on croyait perdue et qu'on retrouve alors qu'on l'avait tellement cherché et qu'on ne la cherche plus. Ça peut être un cadre qui tombe, une lampe ou un réveil qui tombe en panne ou qui se remet à fonctionner, une fleur qui éclot, des coquilles de noix qui tombent du ciel, bref, ou une musique qui dit « Tu te rappelles? Tu te rappelles ?» Les signes nous prennent par surprise. Ils sont de l'inopiné à fleur de routine, comme le propose encore mon ami, le philosophe Marcos Matthäus. Et c'est là leur humour. Les signes ont tous une forme d'humour. C'est comme cela qui nous surprennent. Le fait même de faire signe est un acte d'humour puisque c'est une transgression dans l'ordre des choses. Ils font communiquer des choses qui normalement restent déconnectées par le plus étrange des systèmes d'affinité, le grandiose et le dérisoire, le sérieux et le comique, le banal et le sacré. Les signes sont inventifs dans le détournement. Ils utilisent des accidents domestiques pour se manifester, des billets de loterie pour insister sur la coïncidence des dates, des synchronicités pleines d'humour. Ils font bifurquer les choses de leur trajectoire. Ils sortent les choses de leurs habitudes, car les choses, on le sait, ont des habitudes, mais on ne le découvre souvent que quand elles en dévient. Les choses ne portent plus la même signification. Elles signent à présent. Mais je voudrais revenir sur un dernier aspect de ces expériences et de ces histoires que je n'ai fait qu'évoquer. En fait, le régime de ces histoires où interviennent machination du rêve ou intensification par signe est un régime très particulier et qui m'a pu m'intéresser comme philosophe. C'est le régime de l'hésitation. Si je dis que ça a pu m'intéresser comme philosophe, c'est parce que j'ai appris avec la philosophe Isabelle Stengers que l'hésitation est une des formes les plus sensibles de la pensée. Quand on commence à hésiter, on pense. Et faire le travail de la pensée, le travail que requiert la pensée, revient, je crois, à cultiver les hésitations. Eh bien, c'est ce que font ces personnes et qui racontent leurs expériences. Ces expériences, en fait, et c'est vraiment leur caractère crucial et remarquable, ces expériences, quand elles sont racontées, ne sont jamais polarisées entre rationalité et enchantement. Je vais dire, elles ne sont pas ou l'un ou l'autre. Elles sont, dans leurs multiples contradictions, délibérément maintenues d'une certaine manière. Leurs multiples contradictions, sont vraiment maintenues, convoquées, reprises sous des modes qui, à la fois, nourrissent les hésitations et les rendent très perceptibles. En fait, chaque narrateur conduit son histoire en la faisant vaciller entre les versions, entre les hypothèses, entre les contradictions. Rappelez-vous, André. Eh bien, cette hésitation, ce vacillement narratif, traduit certes la perplexité qu'induit l'expérience. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce qu'il est vraiment là? Est-ce que c'est ma subjectivité? Est-ce que c'est mon imagination? Est-ce que ce sont des coïncidences? Mais cette hésitation, cette perplexité, elle ne fait pas que la traduire. Elle n'est pas seule en cause d'ailleurs. D'abord, cette perplexité, je le dis, est activement suscitée, dépliée, dans et par le fait même d'en rendre compte. Cette perplexité fait partie de l'enquête que la personne produit à partir de son enquête. Cette perplexité de l'enquête est à la fois produit et source de cette enquête.
Et c'est bien d'une enquête dont il s'agit, puisque chacun explore, cherche, expérimente des hypothèses, et chaque hypothèse en relance une autre. Cette hésitation activement maintenue, cette vacillation sans cesse relancée, en même temps constitue l'étoffe même de l'expérience. Rêve et perception, par exemple, communiquent de manière totalement différente à ce qu'ils font d'habitude et par rapport au mode usuel, comme chez Samia, comme chez la mère de Pauline, comme chez la jeune femme enceinte, ou chez les inconsolables qui se font en guirlandais, ou chez Dave Van Ronk et sa dernière leçon de guitare. Mais cette hésitation activement maintenue, ces oscillations construites dans les énoncés, attestent également de l'effort de la personne de faire passer son expérience, non seulement de la transmettre, mais de la faire sentir, c'est ça, faire passer une expérience, de la faire vibrer, de la prolonger, et en somme aussi de la protéger, car c'est bien également ce dont il s'agit. Ces personnes protègent leur récit, parce que c'est ainsi qu'ils donnent une suite à l'expérience qui leur est offerte comme un cadeau, et ils font honneur à ce présent. En d'autres termes, pour le dire en quittant le régime du discours, les présences des morts manifestent des manières d'être, ne sont pas dans le tout ou rien, entre le « il était vraiment là, j'en suis sûr » et le « c'est un produit de ma subjectivité, ce n'était pas possible ». Je penserai par exemple à Rachid, dont le frère est décédé dans un accident de moto et qui disait, toujours à cette même étudiante dont j'ai parlé tout à l'heure, Margot d'Outre-le-Pont, je vais reprendre ces mots parce que ces mots sont d'une justesse et d'une intelligence absolument incroyables. Margot lui avait posé la question « Sentez-vous encore sa présence ?» Et il avait répondu ceci. « Oui, plusieurs fois, par des ombres, un bruit, le rêve, par les objets qui lui appartiennent aussi. Dès que je ressens sa présence, j'accepte d'abord cette présence et j'essaye de laisser les portes et les fenêtres ouvertes, voire même j'ouvre les tentures pour laisser la lumière pénétrer. Je n'ai pas peur ou des trucs dans le genre, je reste plutôt passif et j'essaye de faire avec. Lorsque je ressens sa présence, j'ouvre même la fenêtre pour qu'il puisse sortir s'il le désire. Dès que je ressens sa présence, j'accepte d'abord cette présence, dit Rachid, et ensuite, j'ouvre même la fenêtre pour qu'il puisse sortir s'il le désire. Eh bien, on ne pourrait pas mieux décrire ce que j'appellerais un dispositif de convocation qui prend acte de la nécessité de susciter une présence, le faire venir, et qui en même temps prend acte avec ce, pour qu'il puisse sortir sur le désir, du fait que tout n'est pas entre nos mains, qu'il s'agit à un moment, non pas tant de lâcher prise, mais de donner prise à quelque chose. Se laisser toucher, laisser la question de l'initiative ouverte, se laisser guider, passer la main, se laisser convoquer, ce que j'appelle se laisser instruire. Très tôt dans mon enquête, j'ai réalisé que ces histoires, parce qu'elles sont des formes d'expérimentation, demandaient tout autre chose que ce qu'on m'avait appris pendant mes études. En fait, elles ne demandent pas d'interprétation, qui à coup sûr les affaiblirait ou les appauvrirait, et surtout pas d'explication, car les explications dans certains domaines peuvent jouer le rôle de poison. Ces expériences et ces histoires demandent une suite, c'est-à-dire l'invention d'autres expérimentations. Et c'est donc ce que je vous raconterai pour conclure en quelques minutes la manière dont j'ai dû apprendre à mener mon enquête afin d'être moi-même capable de donner une suite, de me laisser convoquer, de me laisser instruire. En fait, au temps où j'envisageais de commencer mon enquête, en 2007 précisément, et que je m'y préparais en l'anticipant, j'ai commencé à en parler autour de moi. En fait, on me demande très très souvent sur quoi tu travailles maintenant. Les occasions sont pour moi très nombreuses de parler de ce que je fais. Et j'ai découvert au fur et à mesure que j'en parlais, que j'expliquais à ceux que je rencontrais, ce que j'allais chercher, eh bien, ceux à qui je racontais mon projet, eh bien, nombre des personnes avaient une histoire à me raconter. Et ces histoires étaient passionnantes, inventives, et surtout, c'était très vite, j'ai remarqué qu'elles étaient construites avec ce soin remarquable que je viens d'essayer de vous expliquer, comme des histoires à la Henry James, où vous ne pouvez pas déterminer une version contre une autre. Et si même vous la déterminez, vous savez que les autres sont encore candidates
au titre de version possible. Elles étaient toutes construites donc avec ce soin remarquable des énigmes. Alors devant ça, je me suis dit, mais là, qu'est-ce que je fais? Avec quoi je vais travailler? Eh bien, j'ai décidé d'abandonner toutes les méthodes de recherche qui étaient les miennes et j'ai jamais posé de questions. En fait, j'ai attendu qu'on me demande sur quoi tu travailles et que les personnes me racontent. Alors, c'était ça qui allait constituer et nourrir mon projet, le guider et l'orienter. Et visiblement, ce que j'ai découvert, ma recherche telle que je l'avais définie, intéressait. Enfin, certes, j'ai dû apprendre à bien la présenter, à raconter, et j'ai très vite compris que mieux je la présentais, par le milieu, en veillant à une prise qui suive tous les êtres, vivants et morts sans les lâcher, plus les personnes étaient intéressées, et plus elle avait des choses à me dire et à m'apprendre. Je disais très simplement, c'est ça que j'appelle une prise par le milieu, sans lâcher ni les morts ni les vivants, mais simplement parler du lien qui les tient ensemble. Et ici, je fais référence à un travail antérieur qui a été fait par Magali Molinier dans son livre « Soigner les morts pour guérir le vivant », qui est vraiment un livre assez extraordinaire. Bref, voilà ce que je disais. Je travaille, en fait, je mène une enquête sur la manière dont les morts entrent dans la vie des vivants, chez nous, aujourd'hui, et comment ils les font agir. En fait, je travaille, en somme, sur l'inventivité des morts et des vivants dans leurs relations, avec cette difficulté que les vivants, très souvent, ont tendance à se laisser facilement convaincre de s'octroyer tout le crédit de cette inventivité. Et alors, je disais ça aux gens, et je ne demandais rien, mais très rapidement, on me racontait, et souvent avec bonheur. Mais tout aussi remarquable, chaque personne avait au moins un conseil à me donner. Tu devrais lire ceci, tu devrais aller voir un tel, tu devrais aller à tel endroit, tu devrais voir tel film, tu devrais faire ceci, tu devrais poser telle question à celle-là, tu devrais rencontrer X, Y, va voir un thanatopracteur, va au musée de l'enterrement, lis tel roman policier, regarde Six Feet Under, tel film japonais, va dans le cinéma coréen. Bref, je n'avais jamais reçu, dans aucune de mes recherches, autant de conseils et de conseils pertinents. En fait, j'avais trouvé un lieu de très grande intelligence. Alors, j'ai décidé de me soumettre à une contrainte. En septembre 2007, j'ai pris la décision que pendant un an, jour pour jour, j'allais faire précisément tout ce que les gens me diraient de faire sans qu'ils le sachent. Donc, je me suis imposé une contrainte à l'obéissance à la Sophie Calle. Enfin, Sophie Calle est cette artiste plasticienne qui a, à plusieurs reprises, décidé de laisser à quelqu'un d'autre le soin de diriger ses moindres activités, que cette personne soit le romancier Paul Auster, qui a accepté d'écrire le scénario de son futur séjour à New York, ou bien sous la forme d'une série de contraintes destinées, sous la forme d'une série de contraintes destinées à embellir la ville. Alors, Sophie Calle devait récolter le plus grand nombre de sourires qu'elle pouvait chaque jour. Et donc, le matin, elle se levait, elle faisait des tartines pour les gens, etc. Et elle distribuait des sandwichs dans les rues pour avoir des sourires, en plus de sourire elle-même. Et elle devait décorer un lieu particulier de la ville pour en faire un très beau lieu. Elle a fait une cabine téléphonique. Ça, c'est un des premiers projets de Sophie Calle où elle a vraiment fait ce que j'appelle un parcours d'obéissance. Et le deuxième projet, elle a fait d'autres, elle a demandé à la voyante Maude Christen de prédire son futur afin, dit Sophie Calle, d'aller à sa rencontre avec cette question « Qu'est-ce que le destin veut pour moi ?» Donc moi-même, j'ai décidé de suivre tous les conseils et je les ai tous consignés dans mon agenda au jour le jour. J'ai obéi aux instructions sans poser de questions et surtout sans poser de questions sur ce qui motivait telle ou telle personne à me conseiller telle série américaine, tel roman, tel film. Parce que si elles ne sentaient pas le besoin de le justifier, et j'ai rapidement découvert, c'est parce qu'elles étaient sûres que j'allais comprendre qu'il n'y avait aucune explication donc à donner. Bien, cette certitude que j'allais comprendre, je m'efforçais d'accepter avec toutefois des conséquences inattendues, parce que ça a donné un tour imprévisible à mon expérimentation. Parce qu'à vrai dire, je ne comprenais pas toujours, et je ne comprenais, il faut dire, même pas très souvent. Pour chaque conseil, livre, série, film, pour moi, le lien n'apparaissait pas toujours. Je me disais, mais pourquoi ce truc-là, quoi ? Ça restait obscur. Eh bien, il me fallait le chercher. Et j'ai fini par réaliser, c'était ça que les gens m'enjoignaient de faire. C'était repartir en enquête, faire une enquête dans l'enquête elle-même et attendre, apprendre à attendre, apprendre à ne pas toujours tout comprendre tout de suite, apprendre à faire confiance. Et donc, le parcours d'obéissance aux personnes est devenu un parcours d'obéissance aux choses qu'on me disait de faire, aux liens, aux œuvres qu'on me disait de lire. Et les œuvres elles-mêmes devaient produire ces liens et je devais les laisser me travailler sans trop intervenir. Je devais les laisser se connecter entre elles en me fiant à leur puissance d'articulation et de friction.
Je devais me laisser travailler et instruire. Et en fait, je devenais moi-même l'objet de l'expérimentation. Il me fallait me rendre disponible à ce que les œuvres et les actes allaient créer entre eux de liens, de questions, de connivence, d'êtres nouveaux et de réponses que je devais apprendre à accueillir. En fait, j'avais trouvé enfin le moyen de rompre avec les explications. Et donc j'ai lu des romans que j'aurais jamais lus, regardé des séries qui me seraient restées complètement étrangères, vu des films qui n'auraient jamais attiré mon attention, imaginer des démarches parfois même les plus cinglées et que de toute façon j'aurais imaginé qu'elles auraient dû être infécondes. Advienne que pourra, jamais formule n'a si bien traduit la confiance que je gagnais au fur et à mesure de cette trajectoire. Et je découvrais dans cette trajectoire, dans cette aventure, dans cette enquête, qu'en fait, mes actes précédaient mes intentions et que mes intentions devenaient le produit de mes actes. Et donc, je me suis efforcée de vouloir ce que les événements voulaient pour moi. Je me suis laissée guider ou capturer par d'autres intentions que les miennes, tentant de faire de ces intentions autres que les miennes mes propres actions. J'ai donc fait l'expérience d'une étrange inversion de vouloir, ne pas lâcher prise, en fait, ici à nouveau, donner prise, ce qui est tout différent. Mais ce que je découvrais également, c'est que ma propre démarche formait écho avec ce que j'interrogeais sans que je l'ai prémédité. Me laisser instruire, me laisser faire, accepter de déléguer mes actes à d'autres, acquiescer au fait de ne pas comprendre et me rendre disponible à ce que quelque chose advienne à mon insu, à ce que les liens se tissent sans que j'intervienne trop activement, ce qui aurait à coup sûr d'ailleurs empêché ces liens, me rendre sensible à ça pense à travers moi, c'était en quelque sorte, et je le découvrais, me laisser traverser par les manières d'être qu'explorent les morts et les vivants ensemble. Et sans doute apprendre à cultiver des régimes de vitalité qui rendent possible cette disponibilité, ceux d'une intensité moindre, d'une certaine mise en retrait de la volonté, et qui accordent d'une certaine façon la vitalité que les personnes acquièrent, cultivent, par lesquelles ces personnes se rendent capables d'accueillir la présence de leurs défunts. Alors, évidemment, aujourd'hui, je ne suis plus depuis très longtemps cette contrainte, elle a duré 1 an, d'autant plus que ma recherche est terminée et que je travaille à d'autres sujets, et tous ceux que je croise le savent. Mais je reçois toujours autant de conseils quand je présente cette recherche si particulière qui a engagé ma vie de philosophe d'une manière que j'ai chérie et qui a profondément modifié le rapport à tout ce que je fais. Et pour tout vous dire, je continue à en suivre certains de ces conseils, même si mes pas me mènent ailleurs. Sans doute est-ce la manière la plus juste que j'ai pu trouver de continuer à faire ce que cette recherche m'a appris, c'est-à-dire, une fois encore, une fois enfin, à donner suite. Merci. Merci beaucoup Vinciane, merci pour avoir si bien su déplier la densité des relations que les personnes entretiennent avec leur mort, et justement pas avec la mort, mais avec des personnes singulières, des personnes inscrites dans un devenir, dans un prolongement qui s'oppose effectivement à cette vision un peu mortifère de la pathologisation du deuil que produit souvent d'ailleurs la psychologie, en voulant se débarrasser le plus vite possible à travers l'oubli de ces parcours avec les morts. Alors, on a recueilli via le chat un certain nombre de questions, donc on va peut-être essayer de répondre à certaines de ces questions. Premièrement, il y a une question de Anna qui dit que tu es entrée dans ce travail d'enquête pour donner à ce qui te touchait le pouvoir de te faire penser. Et après quelques années, tu as répondu en partie dans la conclusion à cette question, dirais-tu que tu fais ce travail aussi pour les morts, ou que tu as fait aussi ce travail pour les morts? Et si oui, est-ce que des signes sont entrés dans ta vie qui t'ont amené à penser que les morts t'en étaient reconnaissants? C'est une très jolie question. C'est une belle question. C'est une très belle question. Bien sûr qu'on fait ça. Je vais dire à un moment donné,
c'est une enquête qui commence pour les morts. De toute façon, à son point de départ, c'est une enquête qu'on commence en posant la question. Elle a commencé par cette question-là, donc c'est de dire qu'est-ce qu'ils attendent de nous. Et puisqu'il y avait une morte particulière qui m'avait mise au travail et qui m'avait profondément bouleversée, c'était qu'est-ce qu'elle attend de moi. Que les circonstances fassent que cette morte particulière pouvait attendre beaucoup de choses de moi, de ma position dans la famille, du fait qu'elle était jeune, du fait qu'il y avait des jeunes enfants, du fait que mes parents étaient évidemment dans un chagrin immense, pouvaient se poser. Et puis j'ai découvert qu'en fait, c'était pas ma situation de la famille et sa situation de la famille qui faisait que cette question était criante pour moi. Elle est criante pour tout le monde. Enfin, en tout cas pour les morts avec qui ça se passe bien. Parce qu'il y a des morts avec qui, évidemment, soit ça se passe bien parce que quand ils partent, ils n'ont plus tellement envie d'entrer en relation. Enfin, je parle du point de vue des morts, mais je pourrais le dire du point de vue des vivants. J'essaye simplement de garder le plus de versions possibles ouvertes ici. Et donc, j'ai remarqué qu'en fait, beaucoup de gens... Alors, il y a des gens aussi pour qui... j'ai des amis qui me disent, moi, tu sais, moi, même morts, ils sont partis, ils sont bien là où ils sont, et voilà, on n'a plus trop... Voilà, je n'y pense pas trop, ou bien j'y pense, mais pas sur le mode actif, comme tu le décris. Puis il y en a qui sont en conflit, puis il y en a qui n'ont plus du tout envie d'entendre parler des morts, mais que les morts font éruption quand même et viennent vous empoisonner la vie, parce qu'il y a des morts remuants, mais il y a des morts vraiment qui sont des poisons, des emmerdeurs, qui viennent vous harceler dans les rêves, etc. Mais quand ça se passe relativement bien, je remarque que beaucoup de gens se posent la question de savoir qu'est-ce qu'elle attend de moi, qu'est-ce qu'il attend de moi. Je veux dire, par exemple, et même dans la littérature, que j'ai abordé tardivement, mais j'ai découvert que Roland Barthes, dans ce mal nommé journal de deuil, je dis mal nommé parce que Roland Barthes dit à un moment donné, je ne suis pas en deuil, j'ai du chagrin, mais comme c'est un livre qui a été publié, si mes souvenirs sont bons, en titre posthume, l'appeler journal de deuil, c'était peut-être assez malvenu, mais bon, tant pis. Il en voudra ceux qui l'ont fait, mais il dit à un moment donné qu'il continue à vivre en cuisinant comme sa maman, en parlant, en respectant l'ordre qu'elle avait, etc., puisqu'ils avaient vécu ensemble, et en disant c'est une façon de continuer à prolonger sa vie, c'est-à-dire à prolonger l'ordre et l'éthique qui était sa manière incroyable, unique à elle d'être au monde. Et j'ai remarqué que le nombre de gens qui continuent, donc qui prolongent simplement, c'était donc absolument crucial. Alors, est-ce que les morts sont reconnaissants? Ça, c'est difficile de savoir. Je vais dire, il y a certaines personnes qui le disent, qu'ils ont l'impression, parce que les gens ne sont jamais, enfin, moi, en tout cas, ceux qui m'ont raconté des histoires n'ont jamais de grandes certitudes. Ils disent, j'ai l'impression que d'une certaine manière, j'ai eu un signe qu'il était reconnaissant. J'ai eu des histoires, plusieurs fois, des histoires où des gens me disaient, j'avais le sentiment qu'il me témoignait de la reconnaissance. Mais c'est une question que j'ai posée. C'est-à-dire que moi, alors là, je n'en ai pas parlé aujourd'hui, c'est dans mon enquête, plutôt que de parler d'une histoire personnelle, ce que je ne voulais pas faire dans le livre « Au bonheur des morts », je ne voulais pas parler d'histoire personnelle parce que je voulais que ce soit partageable, pas comme une affaire intime, mais comme une affaire personnelle, mais pas intime. Donc, Et donc, j'ai parlé de la mort, d'une mort qui est importante dans ma famille, mais qui n'est pas d'un proche au sens intime et proximité. C'est la mort de mon grand-oncle. Et si je parle de la mort de mon grand-oncle Georges, parce qu'il est mort quand il avait 14 ans, en 1904, dans un accident de chemin de fer. Et c'est mon père qui me racontait cette histoire. Je ne l'ai pas connu, évidemment. Et mon père me racontait qu'en fait, cet adolescent était mort alors qu'il devait prendre un train. Son père avait été le conduire à la gare. Et le train précédent était en retard, était toujours à quai. Le père avait dit, prends celui-là puisqu'il est à quai. Et le train a déraillé et le gamin est mort dans l'accident. Et donc, et mon père me disait, et les parents sont morts de chagrin juste après. Et donc, je me suis dit, tiens, il y a une enquête à faire là-dessus, parce que je savais que les parents donc, de mon grand-oncle, donc mes arrière-grands-parents, étaient morts de chagrin. Parce que le cousin de mon père racontait la même chose, donc il y avait une espèce d'histoire commune dans la famille, mais avec des différences. Et là, je me suis posé la question, mais enfin, ils avaient 13 enfants, quoi. C'était la bourgeoisie catholique belge. Ils étaient assez enthousiastes sur ce mode-là. Et je me dis, ils ont laissé 12 gamins, quoi. 12 gamins, et Georges était le second, donc ça veut dire que les autres étaient plus petits derrière lui. Donc il y avait des gamins de 2-3 ans. Mon grand-père, par exemple, qui n'avait à peu près que 3 ans à ce moment-là.
Et donc, je me suis dit, il y a une enquête à faire. Et à un moment donné, j'ai commencé à essayer de comprendre ce qui était arrivé. D'abord, faire une vraie enquête, une enquête matérielle, de dire quand a eu lieu cet accident, quand sont morts les parents, etc. Internet a fait beaucoup de progrès depuis quelques années, mais en 2000, c'est assez intéressant. Au moment où je menais mon enquête, je n'avais pas encore toutes les infos que j'ai fini par découvrir grâce au fait qu'Internet accélérait sa capacitation à donner des données. Et donc, à un moment donné, j'ai commencé à comprendre les éléments matériels. J'ai trouvé l'accident de chemin de fer, j'ai même trouvé des photos de l'accident de chemin de fer, j'ai même trouvé le compte-rendu de la séance au gouvernement du lendemain de la réunion, parce que ils ont parlé de cet accident, parce que il n'y a eu que 2 morts, mon grand-oncle et son ami, mais ça a quand même fort ému, et en plus c'était des enfants, quoi. Donc cet accident n'aurait pas dû avoir lieu, donc le ministre des Transports a été interpellé, donc j'ai les minutes de la réunion gouvernementale. Je crois que c'est à la Chambre plutôt, pardon. Et puis, enfin bref, donc cette enquête me donne les faits qui me disent, je ne sais pas s'ils sont morts de chagrin, ils sont morts 5 ans après, mais à un mois d'intervalle, ils n'avaient pas encore 50 ans. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. Et puis je me suis posé, c'est la question que je pose en fin de livre, est-ce que Georges, mon grand-oncle, serait heureux? Est-ce qu'il peut m'être reconnaissant de lui donner un supplément d'existence, puisque normalement un mort il a 100 ans devant lui, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire c'est le temps que la dernière personne qu'il ait connue de son vivant s'éteigne. Ben, en général, le souvenir s'estompe, sauf si vous êtes Landru ou Victor Hugo, avec des carrières possibles qui font qu'on continue à se souvenir de vous. Et donc, moi, mon grand-oncle, ben, il n'avait aucune chance, il avait d'autant moins de chance qu'on se souvienne de lui que ses parents étaient morts. Et je me suis dit, tiens, mon père, en racontant cette histoire, parce qu'il me la racontait souvent, c'était vraiment quelque chose qui de l'ordre de la ritournelle, cette histoire, ben, d'une certaine façon, il fait qu'on se souvient encore de Georges, parce qu'autrement, il ne fallait pas compter sur ces gamins pour s'en souvenir. Et donc, visiblement, il y a quelque chose qui s'est passé, qui fait que ça c'est resté. Et moi, d'une certaine manière, en écrivant son sujet, et en parlant avec ma mère, en parlant avec mon propre fils, ben je lui offre presque, je ne sais pas moi, on va aller jusqu'à 150, 200 ans. Et je me suis posé la question, est-ce qu'il m'en serait reconnaissant? Et je dis, j'en sais rien, mais peut-être que ses parents le seraient. Parce que si ses parents, en effet, ont souhaité que se transmette cette histoire, qu'on n'oublie pas leur gamin, parce qu'on ne peut pas faire un ancêtre. Un ancêtre de 14 ans, c'est difficile. Donc, je veux dire, les ancêtres, ça, ils ont une belle place, mais lui, on n'a pas pu lui fabriquer d'une certaine manière. Et donc, peut-être que pour les parents, mais peut-être aussi que je projetais le propre chagrin de mes parents que j'essayais moi-même de consoler par rapport à ma sœur. Donc, pour moi, c'était le chagrin des parents qui comptait ce jour-là. Et c'était le fait que des parents puissent être reconnaissants des tentatives qu'on fait pour les soutenir non seulement dans leur existence, mais dans l'amour qu'ils ont pu éprouver pour les leurs. Oui, une manière aussi de prolonger la vie des morts, hein, comme tu l'as évoqué hier dans le séminaire qu'on avait avec les chercheurs et les artistes. Hein, oui. Une manière de prolonger la vie des morts, en fait. Tout à fait. Et il y a une autre question très belle, là, après celle d'Anna, qui est d'une grande actualité, donc qui te félicite d'abord pour tes travaux, qu'elle trouve fascinants. Je vous remercie. Je le souligne, et je partage évidemment ce jugement. On a actuellement, avec la crise du coronavirus, une omniprésence du discours sur la mort, sur la maladie, etc. Et puis, on a beaucoup d'entraves, en fait, à la réalisation des rites funéraires. Hein. On a beaucoup de familles qui ont été empêchées de réaliser des rites funéraires comme elles le souhaitaient, ce qui est quand même, je dirais, une forme d'infraction anthropologique fondamentale par rapport à la manière de traiter les morts dans l'ensemble des sociétés. Et Sophie demande si tu as observé ou lu, entendu des transformations liées à ce sujet qui concerneraient les pratiques, les récits de rêve ou les récits diurnes. Alors, comme je ne suis plus dans cette enquête-là, je n'ai pas été bien informée sur ces questions, mais je m'y suis quand même évidemment très intéressée, pas seulement parce que j'avais fait une enquête, mais parce que nous sommes tous intéressés par ces questions. Alors, il y a des gens comme Grégory de Laplace qui ont, par exemple, interrogé, tiens, mais qu'est-ce que les gens font pour substituer au rituel? Il y a, je pense notamment à lui. Je suis sûre que... Alors, je n'ai pas eu de contact avec Magali Molinier récemment, mais je suis certaine qu'elle aurait des choses extraordinaires à dire. Il faudrait peut-être aller suivre Magali Molinier sur le net, voir un peu si elle n'a pas si elle n'a pas expliqué certaines choses. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu des initiatives qui étaient très belles. Donc, il y a eu beaucoup d'indignation. Il y a eu, je veux dire, il y a eu des articles, notamment dans Terrestre, un article, je ne vous pardonnerai pas, qui était profondément émouvant. Il y a eu aussi des initiatives. Karl Norak, par exemple, le poème, a demandé à ce que tous les poètes, on est en Belgique,
écrivent des poèmes pour donner aux gens qui perdaient quelqu'un. Donc ça, c'était pour que ces poèmes puissent être lus à la cérémonie, qui est quand même quelque chose, même si les gens n'étaient pas là. J'ai vu des cérémonies extraordinaires. Il y a des gens qui ont résisté aussi. Par exemple, les interdictions. C'était en Irlande, si mes souvenirs sont bons, où les gens, il y avait une interdiction de se rassembler. Ben, ils ont fait un cortège de 2 kilomètres de l'église jusqu'au cimetière, en veillant à ce qu'il y ait une distance d'1,50 m entre eux. Et donc, un cortège, non, ils sont restés immobiles, quoi. Une haie d'honneur, pas un cortège. Il y a dans un village de Belgique qui s'appelle Monsen, un jeune homme est décédé accidentellement pendant le premier confinement. Et donc, interdiction de que ses copains, il avait énormément d'amis, c'est un jeune homme très, très populaire, ben, ils ont décoré l'église avec tous des objets, donc, et leur chemise de scout, et chaque banc est floridé, enfin, et pas toujours des fleurs, c'est des objets, des choses, des objets, des lettres, etc. Et on voit une photo de cette petite église, parce qu'on est dans un village pas très grand, mais extraordinaire de beauté, quoi. Et on voit que les parents n'ont pas été seuls, que tous ces objets étaient là. Donc, je pense qu'il y a eu pas mal d'invités quand il y avait des collectifs, et je crois que c'est ça qui change. Ici, ce que je vous raconte, il y a des collectifs qui sont derrière. Et puis, il y a des gens qui se sont retrouvés très seuls, avec la difficulté que les gens ne pouvaient plus se voir, n'avaient plus le droit de se voir, etc. Et donc, même les collectifs ne pouvaient pas soutenir dans ces cas-là. Je pense qu'à Monson, le fait d'être dans un petit village, ils sont un peu moins surveillés. Enfin bon, je ne vais pas faire trop d'hypothèses. Ce qui se passe, c'est qu'on se disait avec quelques-uns, c'est qu'il est fort possible que ce qui va devoir être inventé. Alors, il y a deux choses possibles. Une question, moi, que je pose, c'est que quand les rituels funéraires, dans beaucoup de cultures, ne sont pas accomplis, les morts ne sont pas apaisés et ça fabrique des fantômes. Beaucoup de cultures ont ce dispositif technique extraordinaire de surveillance des vivants par les morts afin que les choses soient bien accomplies. C'est la fabrication de fantômes. Et les fantômes, les gens n'en veulent pas beaucoup parce que les fantômes, c'est pas des ancêtres apaisés. Est-ce que nous sommes capables de fabriquer des fantômes? Je n'en sais rien et j'en suis pas sûre. Voilà. Des fantômes, en tout cas sur ce mode. La Roumanie, par exemple, a fabriqué énormément de fantômes à un certain moment donné, et encore récemment, quand il y a eu des plans, par exemple, quinquennaux, qui ont délogé des centaines et des centaines de personnes, dont certaines sont mortes, désorientées, de chagrin, etc. Les gens disaient, leurs fantômes sont là à réclamer. Donc, voilà. Donc là, on a des dispositifs de fabrication de fantômes, qui n'est pas une solution, mais qui est une modalité, en effet, d'envisager d'obligation de réparation, ce qui est pas mal. Et puis, il y a l'autre chose que je crois que les gens vont commencer à envisager, en tout cas certains l'envisagent et je trouve que c'est très intéressant, c'est de pouvoir dire aux morts, écoute, pour le moment, on ne peut vraiment pas, ça va être trop difficile, mais c'est partie remise, comme certains ont accepté de célébrer leur anniversaire un an après, que certains ont même décidé de carrément ne pas avoir l'âge. Donc, il y en a certains qui sont actuellement, qui vont rester coincés 2 ans en arrière, tant qu'ils n'auront pas fêté l'anniversaire, savoir si ça va être rattrapé. Et bien de le faire sur le même mode, presque humoristique et complice, de dire aux morts, on ne l'a pas fait, mais ça sera fait. Et ça sera fait d'une manière ou d'une autre, et que ce n'est pas du symbolique ni rien, ce sera aller finaliser la pierre tombale, revoir l'endroit où on a déposé les cendres, faire une excursion dans un endroit chéri par le mort, puisque les morts ont des places qui ne sont pas nécessairement là où leurs cendres ou bien où leurs restes sont enterrés, et de voir quelles sont les cérémonies, quels sont les hommages qu'on va pouvoir leur adresser à ce moment-là, afin que la boucle puisse, le cercle puisse, voilà, le tracé du cercle puisse se fermer tranquillement et qu'ils aient de nouveau ce manteau protecteur des rites bien accomplis qui leur tiennent chaud pendant ce qui leur arrive après, pour leur existence en tant que morts. On a aussi une question de Cécile qui revient en fait sur ce que tu as exprimé, qu'on n'était ni dans la rationalité ou le rationalisme, ni dans le réenchantement, dans ce que tu décris ici. Donc c'est une posture, je dirais, sur le fil, qui n'est pas toujours facile à tenir au niveau de la recherche. Elle demande si les mots actuels sont suffisants pour décrire ou traduire les expériences relatées dans ces enquêtes. Est-ce que tu as rencontré des difficultés pour trouver les catégories adéquates pour décrire ces expériences? Bien, en fait, c'est aussi une question qui touche à quelque chose de très juste. C'est que d'abord, j'ai pas tellement travaillé sur la sémantique, j'ai beaucoup travaillé sur la syntaxe. Et c'est la syntaxe pour moi qui était la plus importante. Pourquoi ? Parce que je ne pouvais pas donner trop d'action aux morts, sinon on m'aurait tout de suite dit mais vous êtes en train de prendre position en faveur de leur existence ici et maintenant, vous leur donnez la même agentivité que nous.
Et en même temps, je ne pouvais pas non plus les mettre à la voix passive, ou en tout cas leur créditer, parce qu'à ce moment-là, je niais complètement ce que les gens me racontaient, c'est-à-dire, et je niais cette hésitation. Et c'est dans la syntaxe. Alors, la syntaxe, on a quelque chose de merveilleux que Bruno Latour nous a appris à réapprendre, qui s'appelle la voix moyenne. Alors, la voix moyenne, c'était une forme grammaticale, syntaxique, que les anciens Grecs cultivaient. Nous n'avons plus ce terme-là, mais on peut trouver des modalités qui permettent de faire la voix moyenne. Alors, qu'est-ce que c'est que la voix moyenne? Alors, Bruno Latour l'explique par une bande dessinée de la petite Mafalda, et je trouve que c'est l'explication la plus claire que j'ai réussi à obtenir. Alors, je reprends la scène. On voit la petite Mafalda, donc c'est dans un article qui s'appelle Facture, Fracture notamment, mais il en reparle ailleurs. On voit la petite Mafalda, la petite peste, hein, le petit cartoon, qui est à côté de son père, et on voit la pièce est pleine de fumée parce que le père est en train de fumer une cigarette. La petite Mafalda dit, on voit la bulle, « Papa, tu fumes ?» Et le père a pu interloquer. « Oui, je fume, Mafalda, qu'est-ce que tu croyais ?» Et la petite Mafalda lui dit, « Ah, mais non, je croyais que c'est la cigarette qui te fumait. » Et l'image suivante, on voit le père avec une paire de ciseaux qui est en train de découper nerveusement son paquet de cigarettes en petits morceaux parce qu'il vient de réaliser qu'il n'avait plus aucune autonomie, qu'il est fumé par la cigarette. Enfin bon, horreur absolue pour un moderne pour qui l'autonomie est. Et de Latour va répondre très justement, en disant, ni Mafalda ni son père n'ont raison. La cigarette n'a pas le pouvoir de fumer le père. Les cigarettes ne peuvent pas fumer les gens, en tout cas pas comme ça. Mais le père ne peut pas prétendre, mais le père n'a jamais pu prétendre avoir pleine autonomie sur la consommation de la cigarette. Ça se saurait si on était parfaitement autonome. On parle justement d'addiction et tout. Et s'il y a bien quelque chose que les marchands de tabac savent faire, c'est mettre des puissants addictifs qui sont des puissants addictifs, quoi. Voilà. Donc ça veut dire que l'autonomie... Bon, mais quelle est la bonne manière de penser? Latour dit, finalement, la cigarette fait fumer le père. Mais ça, c'est la voie moyenne. Et donc, qu'est-ce que les morts font faire aux vivants? Mais si je dis qu'est-ce que les morts font faire aux vivants, on ne peut pas m'accuser ni de dire que les morts ne font rien, ni de dire que je donne trop d'agentivité aux morts, puisque je n'ai pas affirmé que les morts sont délibérément, intentionnellement et tout. Et j'avais décidé de ne jamais poser la question de savoir si oui ou non, parce que si les gens avaient l'intelligence de ne pas se poser, c'était le minimum pour moi, en tant que philosophe, de dire je vais suivre leur sagesse sur ce point. Donc j'ai fait très attention à la voix moyenne, et la voix moyenne, ça prend des formes comme convoquer, mobiliser, faire sentir, inviter. Tout ça ne demande pas une intentionnalité. Quand vous dites ce jour de soleil m'invite à sortir, vous ne dites pas que le soleil est en train de venir frapper à votre porte et vous dire allons les amis, on y va. Et pourtant oui, et pourtant non. Vous voyez, c'est bon, tu vois. Et donc moi je ne suis pas une spécialiste de la sémantique. Et, par exemple, il y a des écrivains qui vont beaucoup travailler sur la sémantique. Je pense par exemple mes livres de Kerangal, et pas que mes livres de Kerangal, et pas que sur la sémantique, mais elle va faire une importance incroyable. Avec mes livres, on a une boîte à outils de nouveaux mots chaque fois qu'on fait une page, parce que ça fait partie de son travail de nous rendre sensibles au monde, aussi en multipliant les manières de pouvoir dénommer, de pouvoir saisir des nuances et des choses comme ça. Moi, je ne suis pas une très bonne du côté de la sémantique. C'est pas quelque chose que j'arrive à bien travailler. Par contre, j'aime travailler, parce que je trouve que ce sont des outils qui me plaisent, avec lesquels je me sens à l'aise. J'aime travailler la syntaxe. J'aime travailler de se dire, tiens, qu'est-ce que je mets ici comme... Est-ce que je mets du présent, du passé, du futur? Est-ce que je fais voix moyenne? Est-ce que je fais voix passive? Ou bien est-ce que je passe à voix active? Si je passe à voix active, comment est-ce que je le nuance dans la deuxième partie de la phrase? Et c'est vraiment un travail qui m'a plu, parce que je n'avais jamais fait ça auparavant. Avant, j'avais appris à raconter des histoires et à les raconter de façon... si possible, à ne pas ennuyer les gens, et si possible, en restant plus près de la réalité que j'essayais de décrire, ou de la réalité que les scientifiques décrivent, parce qu'en général, je pars du travail des scientifiques. Et ici, j'ai vraiment travaillé avec une espèce de boîte à outils, avec les verbes comme ça. Je me suis passionnée pour l'écriture à ce moment-là. Je veux dire, c'est devenu autre chose, l'écriture. Et donc, voilà, et je ne sais plus quelle est la question. Je crois que je suis toujours en train d'y répondre. Mais oui, tout à fait. C'était en fait quel problème spécifique lié au langage descriptif que voilà. tu as rencontré sur le terrain pour Alors, rendre justice à cette voie moyenne, en fait. Alors, c'est ça. Donc, et moi, la sémantique, il est possible que par la sémantique, je me serais facilité la vie avec plus de goût pour la sémantique et peut-être un vocabulaire plus riche. Hein, je veux dire, je ne suis pas sûre que... Oui, c'est possible aussi. Mais de toute façon, avec la syntaxe, il y avait moyen... Mais ça demandait un ralentissement dans le travail, mais ça, c'est pas plus mal, c'est même très bien. Mais ça demande aussi que parfois, je me rendais compte que j'ai travaillé comme quand on traduit. Quand on traduit, il y a certains mots que vous trouvez en anglais, il n'y a pas d'équivalent français, ou l'inverse.
Par exemple, je viens de travailler sur la traduction d'un de mes livres et je me suis rendu compte que, par exemple, il y avait des phrases que je n'arrivais pas à traduire. La traductrice n'avait pas bien compris ce que je voulais dire et moi-même, je n'arrivais pas à le faire. Pourquoi? Parce que, par exemple, il y avait une synonymie ou un mot, je voulais qu'en français, par exemple, le mot composition, qui à la fois désigne le fait de composer tous ensemble et de composer de la musique, ben en anglais, ça ne marche pas toujours. Quand je dis, par exemple, parce que le livre Habiter en oiseau, quand je dis, par exemple, il y a des territoires qui ne tiennent qu'à être chantés et tiennent, c'est à la fois tenir au sens d'exiger et demander, mais aussi tenir, voilà. Eh ben, on ne trouvait pas de mots. Et donc, ça veut dire que quand vous faites de la traduction, eh ben, à un moment donné, pour un seul mot, vous devez parfois dire, en fait, on signifie ceci et cela. Et ça, c'est aussi un travail qu'il fallait faire, c'est-à-dire que parfois, quand je disais une chose, j'étais obligée de préciser, ça veut dire ceci, et ça veut dire cela, parce que le vocabulaire qu'on a n'est pas suffisamment riche. Là, en tout cas, si, il est suffisamment riche, mais il faut parfois jouer sur la dualité, sur la duplicité des sens des mots. Ce que font d'ailleurs les gens qui racontent des histoires. Quand la mère de Pauline dit « je n'ai pas rêvé, je l'ai rêvé », le mot « rêver » ne signifie plus du tout la même chose que quand on parle de rêve habituellement. Donc ça veut dire qu'elle est en train de donner un nouveau sens au mot rêve. Et ce nouveau sens, il faut non seulement le sentir, mais après, il faut faire comme quand on fait traduction. Voilà, si j'essaye de traduire par exemple le terme amai du japonais, eh bien, je suis obligée d'utiliser 4-5 mots pour dire ce que ça veut dire. C'est le sentiment que l'enfant a lorsque sa mère le cajole. C'est parce que c'est une émission qu'on ne connaît pas, enfin, en tout cas qui n'est pas cultivée de manière collective comme elle peut l'être par les Japonais, en tout cas tel que c'était décrit dans les années 80. Donc il faut 5-6 mots pour le dire. Mais là, c'est là où on se trouve, et je trouve que c'est là où la question est intéressante, parce que je n'avais pas réfléchi comme ça, parce que je pensais toujours en termes de syntaxe, mais jamais en termes de sémantique, où on se retrouve dans des positions de traducteur, c'est-à-dire on va devoir utiliser plusieurs mots, là où pour d'autres situations, un seul mot résoudrait tout de suite le problème et clôturerait la question. Et puis il y a Antoine qui nous demande si les morts ont de l'humour. Certains, oui. Alors, certains, oui, mais notamment, alors c'est Annie Dupéret. Voilà. Bon, alors, je vous ai tout à l'heure évoqué le voile noir d'Annie Dupéret. À un moment donné, Annie Dupéret va raconter une histoire assez étrange. Donc, Annie Dupéret raconte dans le voile noir qu'elles ont perdu sa sœur et elle. Sa sœur était bébé au berceau, elle devait avoir 5-6 ans. Et leurs parents sont morts. Alors, je ne vais pas dire comment ils sont morts, ce n'est pas dramatique, mais je vais dire que ça fait partie de l'élucidation aussi du livre, de comprendre de quoi ces parents sont morts, puisqu'elles vont être orphelines toutes petites, elles vont être adoptées par les 2 familles grand-parentales, mais séparées l'une de l'autre. Et donc, on ne va pas leur parler beaucoup de leurs parents, si j'ai bien compris. Donc, bon, voilà. Toujours est-il qu'elle raconte plusieurs choses. Et à un moment donné, elle raconte ceci, c'est que sa sœur, chaque année, la veille de l'anniversaire de la mort des parents, ne se sentait pas très bien. Et donc, comme chaque année, elle ne se sent pas très bien. Et donc, elle va, à un moment donné, Annie Dupéret elle-même raconte qu'elle fait un rêve, ses parents sont dans des boîtes, dans des cercueils, au milieu d'une librairie. Enfin bon, il y a toute une histoire. Mais toujours est-il que le rêve, sa sœur ne se sent pas bien. Le mari de sa sœur lui dit donc, écoute, tu n'es pas bien aujourd'hui, fais-toi un petit plaisir, lâche-toi un peu, va t'acheter quelque chose qui te ferait plaisir. Elle se dit, je vais aller acheter un livre, j'adore les livres. Et elle va dans une librairie, donc le jour d'anniversaire de la mort des parents, et elle décide d'acheter un Simenon dont le titre, d'une certaine manière, par rapport à la situation, connecterait avec une forme d'humour noir, ça s'appelle « En cas de malheur ». Et donc elle achète le livre, et elle sort, elle commence à le lire dans la rue, et qu'est-ce qu'elle voit? Que le premier chapitre s'intitule « Dimanche 5 novembre 1955 ». J'invente ici pour la date, et c'est en fait le jour de la date d'anniversaire de la mort des parents. Le jour de la, pardon, pas anniversaire, le jour de la date de la mort des parents. Et donc là, elle se dit, mais ça, c'est pas possible, quoi. Et donc, elle court chez Annie Dupéret et elle se met à en discuter fébrilement ensemble en disant, mais est-ce que les parents auraient voulu nous envoyer un signe, quoi, de choisir ce roman dont le premier chapitre s'intitule, etc. Et donc, elles sont restées très troublées, toutes les deux. Et c'est intéressant parce qu'elles vont dire, sa sœur va lui demander, est-ce que tu y crois, demande-t-elle à Annie Dupéret. Annie Dupéret dit, mais j'ai tellement envie d'y croire qu'il ne faut pas que j'y croie. On est aussi dans des formes d'oscillation. Et puis, elle raconte qu'elle va en parler à un de ses amis, dont je me souviens encore qu'il s'appelle Maurice, parce que cette histoire m'a vraiment... Et qu'elle dit, quand même, pour des morts, c'est quand même pas très, 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 très respectable. Hein, pour des morts bien respectables, c'est quand même pas très digne, pas très conséquent. D'envoyer des signes par des romans policiers Simenon, quoi. Et son ami Maurice lui dit, et pourquoi les morts seraient-ils dénués du sens de l'humour? Bon, ça, c'est, voilà. Voilà comment... Donc, dire que les morts ont le sens de l'humour, bien sûr qu'ils ont le sens de l'humour,
à condition qu'on arrive à l'insérer dans une histoire où il y a des gens qui sont capables d'être suffisamment sollicitables, ou quelqu'un qui vient de l'extérieur dire, mais ici, il y a peut-être de l'humour. Donc les signes ont souvent des formes humoristiques, parce que les signes sont, quand je disais, ils mettent souvent du grandiose avec du complètement dérisoire. Les signes, ça peut prendre des formes vraiment mais hyper comiques, quoi. On dit dire, mais c'est vraiment d'un dérisoire. Ça peut être une mouche qui se pose 3 fois, et puis vous vous dites, mais ma mère en mouche, quoi. Non, il faut comme elle aurait pu, je sais pas moi, en chien ou en je sais pas moi, en chat ou plutôt en colombe, enfin, etc. Donc il y a de l'humour, voilà, il y a de l'humour. Il y a une question intéressante aussi de Julia qui te demande si tu as rencontré des histoires de personnes qui avaient des liens ou cherchaient à créer des liens avec des morts qu'ils n'ont pas connus, comme par exemple ton ancêtre de 14 ans, ou des morts plus proches mais pas connus dans la matière, si je peux dire ainsi. Quel lien avait-il du même ordre que ceux que vous avez rencontrés? Donc on serait proche d'une forme de néo-spiritisme, mais est-ce que... Ben oui, on est proche de... Alors moi j'ai fait mon terrain chez les spirites, parce que dans les nombreuses conseils, ordres que j'ai reçus, il y a évidemment quelqu'un qui m'est tombé dessus en disant tu devrais aller chez les spirites. Et je m'étais dit, oh zut, ça c'est embêtant, mais j'étais vraiment tenue. Et puis finalement, je ne l'ai jamais regretté. J'ai dit zut, parce que je m'attendais aux pires fantaisies. Et je pensais que ça allait être vraiment un peu rock'n'roll. Et puis non, pas du tout, c'était extrêmement intéressant. C'est une des expériences les plus intéressantes que j'ai pu faire, parce qu'il y a une intelligence. En tout cas, je suis tombée dans un cercle spirit extrêmement intéressant, joyeux en plus, et tout. Alors, généralement, les gens ne venaient pas pour demander à avoir des contacts avec d'autres gens que ceux de leur famille. Donc, on vient avec une photo qu'on va remettre à l'entrée, si on a envie, parce qu'il y a plein de gens qui viennent simplement pour être là, pour écouter, pour être avec d'autres gens, pour socialiser avec des gens qui ont perdu quelqu'un. Ce sont des magnifiques groupes, on pourrait presque dire des groupes de parole, mais sauf qu'on n'est pas dans le pathos, qu'on est simplement pour parler de perspectives aussi et de donner des nouvelles. Moi, quand j'y allais, évidemment, de temps en temps, j'étais interpellée. Parce que même si j'y allais sans photo, au bout d'un moment, j'ai été repérée. Évidemment, d'abord, je notais tout, puis j'ai été dire qui j'étais, et puis j'ai parlé avec les médiums et tout. Et ça faisait des trucs très comiques. C'est que par moment, on disait « Hé, Vinciane, il y a votre maman qui est là. » Je disais « Ah bon ?» Je n'avais pas amené de photo pendant. Oui, pour vous dire, tout va bien. Hein. Enfin, et voilà, elle est contente de vous. Hein. Enfin, c'est très bien, j'en suis ravie. Et puis, et votre papa, par contre, il n'est pas là pour le moment, il est en mission. Je disais, mon père en mission, ça, j'aurais tout entendu. Au bistrot, oui, parce qu'il y a de l'humour dans ces trucs-là. Il y a vraiment beaucoup d'humour. Alors, je reviens maintenant aux gens. Alors, chez les médiums, donc, généralement, les gens viennent avec des photos de ceux qu'ils connaissent. Un de mes collègues, très plaisantin, m'a demandé à moi, mais avait demandé, je peux dire, à une de ses cousines qui allait chez les médiums, m'avait dit, est-ce que tu ne peux pas aller demander à parler à certains Baruch, demande Baruch, il parlait de Spinoza, donc là, il y a des plaisantins. Mais nous, on vient avec des photos de gens qu'on connaît. Mais il arrive que des morts qu'on ne connaît pas interviennent dans la séance. Et c'est arrivé plusieurs fois que des morts qu'on ne connaît pas interpellent des gens qui n'ont jamais connu l'idée d'Adam pour leur demander un coup de main. Et donc, un jour, je me souviens d'une séance parce que c'était très touchant. Il y a Michel, donc la spirite, qui dit à un moment donné il y a un jeune homme ici. Est-ce que quelqu'un connaît un jeune homme qui est mort très récemment dans un accident de moto? Personne ne bouge, etc. Et puis, en fait, elle va commencer à chercher et elle va finir par dire ce jeune homme, en fait, demande qu'on intervienne parce que ses parents sont dans un tel état de bouleversement et de chagrin, sont tellement révoltés qu'ils n'arrivent pas à se dégager, puisque l'idée de chez les spirites. Et en fait, ma mémoire n'est pas très bonne parce que je n'ai pas beaucoup traité. Il y a très longtemps que j'ai lu cette histoire, enfin que j'ai lu mes notes relatant cette histoire. Et à un moment donné, elle va demander quand même, il n'y a personne qui connaît ici quelqu'un qui serait mort dans un accident de moto, même il y a longtemps. Et à ce moment-là, il y a une jeune fille qui dit, ben moi, si. Et en fait, on se rend compte que Michel est en train de mettre en connexion une jeune femme qui est venue sans photo, qu'on ne connaît pas, c'est la première fois qu'on la voit, qui a l'air pas bien du tout. Elle est en train de lui donner une mission. Et sa mission, c'est d'aider ce jeune homme qui est mort parce qu'elle a eu elle-même un accident, enfin un jeune homme perdu dans un accident de moto il y a des années d'ici. Et sa mission, c'est pour ce jeune homme-ci, maintenant, qui vient de mourir, de l'aider d'une certaine manière et de penser positivement à lui puisque ses parents ne sont pas encore capables de le faire. Et donc, cette jeune fille va repartir avec une mission de s'occuper d'un mort qu'elle ne connaît pas. Ça, c'est très intéressant parce que j'ai vraiment vu
alors, je ne sais pas comment Michel procède. Elle dit, mais non, mais ça, moi, si je lui dis, Michel, là, vous faites pour moi du vrai travail thérapeutique. Vous êtes vraiment en train... Pour moi, ça, c'est des gestes thérapeutiques. Et n'importe de mes collègues psy, probablement, enfin pas n'importe lesquels, mais certains de mes collègues psy, quand je leur raconte ça, me disent, ben oui. Et si je dis, moi, Michel, puisque on m'en parle, je lui dis, mais ça, c'est un geste thérapeutique. Elle dit, mais je n'en sais rien, ça, c'est ton problème, dit-elle. Ça, c'est ton problème. Moi, je fais simplement ce que le mort me demande. Et donc, je cherche dans la salle, s'il veut quelqu'un pour l'aider, moi, je cherche qui peut l'aider. Et c'est très joli. Et les deux versions, l'un n'empêche pas l'autre. Ça, c'est le premier point. Il y a eu beaucoup de tables tournantes où des morts que les gens ne connaissaient pas intervenaient. Il y a eu les maisons hantées qui étaient des morts. Alors, on est plutôt du côté des fantômes. Ça, c'est tout le travail que fait pour le moment Grégory Delaplace. Il y a aussi Philippe Baudouin qui travaille là-dessus en France, Sylvain Piron. Bref, il y a plusieurs personnes très intéressantes qui travaillent en effet sur des morts inconnues qui font irruption dans la vie des gens. Et il y a ce très, très, très beau film que je vous conseille, qui est des années 40, qui est Le fantôme de Madame Weir. Je crois que ça a été traduit en français par Les aventures de Madame Weir, qui est un film absolument magnifique où une jeune veuve achète une maison et découvre qu'elle est hantée et décide de ne pas avoir peur et va essayer de négocier avec le fantôme pour arriver à cohabiter en paix. Et c'est une merveille, c'est vraiment un des plus jolis films de fantômes qu'on peut imaginer. Donc, là, on parle de fantômes en général quand ce sont des morts soit politiques, c'est-à-dire soit des morts pas apaisées, mais souvent des morts qui ne sont pas des morts personnelles. Voilà. Et en revanche, ce sont des autres types de rapports qu'avec les morts qu'on connaît bien. Alors, on va prendre une dernière question, mais qui nous est chère à tous les deux. Quels sont les points communs entre la mort des humains et la mort des animaux? Alors là, c'est 2 heures de plus de discussion. C'est 2 heures de plus. Oui, donc on va essayer de faire court, mais là, ouvrir c'est intéressant parce qu'on en a parlé justement hier. On a des séminaires la veille où on prépare. Enfin, je ne dis pas que je prépare nécessairement ma conférence, mais où on parle de cette conférence et on voit ce qu'on va en faire, comment est-ce qu'on prépare les assemblées participatives, etc. Et à un moment donné, c'est posé la question. Et justement, ça fait partie d'une enquête que je voudrais mener alors pas dans les prochains mois parce que j'ai encore d'autres chats, non point à fouetter, mais à caresser, disons-nous. Mais c'est une enquête que je voudrais mener parce que j'ai l'impression de tout ce que j'ai entendu, et moi-même qui suis, comme vous n'êtes pas sans le savoir, la compagne d'une chienne que j'aime beaucoup, et donc je me pose la question, et qu'il est probable qu'elle partira avant moi, vu les espérances de vie des chiens sont quand même assez différentes de celles des humains, et que beaucoup d'amis me parlent aussi de la perte de leurs animaux, et je remarque que c'est très difficile de perdre un animal, parce que, alors pour le dire vite, parce qu'avec les humains, quand on perd un humain, on sait qu'on peut continuer à parler, à mentaliser, bon, bref, on est dans l'ordre plutôt de la pensée. Et avec les animaux, on est vraiment dans l'ordre, alors pour le dire vite, on est vraiment dans l'ordre du corps. C'est vraiment ces animaux nous donnent des formes corporelles que d'autres événements peuvent donner, que la sexualité pourrait éventuellement donner. Enfin, ce n'est pas les mêmes formes corporelles, mais je veux dire, le fait d'avoir un corps, d'avoir pleinement un corps, que le fait d'avoir des enfants, de prendre des petits-enfants contre soi et tout, peut aussi nous donner, d'avoir des corps, donc vivre avec des enfants peut vous rendre votre corps éventuellement, ou le rendre, oui, le réactiver ou activer des nouvelles dimensions du corps. Et je suis sincèrement persuadée, parce que je le vis en plus quotidiennement, que vivre avec des animaux domestiques, c'est vivre pleinement des expériences d'une sensualité, d'une sensorialité qui sont extraordinaires. Et j'ai le sentiment, de ce que j'entends les gens raconter quand ils perdent leur animal, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une forme d'amputation du corps qui se fait et que c'est extrêmement douloureux parce que on ne sait pas très bien comment réparer ça. À ça s'ajoute le fait que socialement, la mort des animaux, le chagrin, pardon, pas la mort, les chagrins vis-à-vis des animaux domestiques n'est pas très socialisé. Les gens ne peuvent pas espérer recevoir énormément de consolation de leur entourage. Et d'ailleurs, quand ils le disent, on a perdu machin, on a perdu Bobby, on a perdu machin, etc. Enfin, je sais bien, ce n'était qu'un animal. Et le fait qu'ils se sentent obligés de dire ça, alors qu'ils n'en pensent pas le moindre mot, ce n'était qu'un animal. C'est simplement parce qu'ils se rendent compte que, d'une certaine manière, la désapprobation sociale, au pire, et le manque de soutien social, au mieux, risque de les accompagner. Et que même les gens qui perdent des animaux ne savent pas bien accompagner, nécessairement, ceux qui vivent ce chagrin. Et je ne sais pas comment on peut accompagner. Donc ça reste une question ouverte.
Moi, je suis très content qu'on ait terminé sur cette question, parce que je remercie Anna pour ça, parce que je pense que si on n'avait pas traité cette question, on aurait manqué, on aurait eu une sorte de tâche aveugle un peu, hein, qui serait restée là par rapport à cette discussion sur les relations que nous entretenons avec nos morts humains. Et puis peut-être une fois, on aura l'occasion de prolonger la discussion sur comment on gère le deuil de ce qu'on appelle la biodiversité. Hein. Ça, on en a parlé hier aussi, mais si on voulait ouvrir encore plus, c'est tous ces vivants Comment est-ce qu'on est qu'on en va train de pleurer perdre par millions. oui, les éléphants Voilà. voilà, comment est-ce qu'on va pleurer les éléphants, comment est-ce qu'on pleure le dodo qu'on n'a jamais connu, mais comme moi je peux honorer la mémoire de mon grand-oncle Georges en disant je dois lui faire une place, parce que c'est probablement ce que ses parents auraient voulu, même si je ne suis pas sûre qu'ils m'en seront reconnaissants, mais je l'espère quand même. Comment est-ce qu'on va faire une place à l'ectopiste migrateur, comment est-ce qu'on va faire une place au dodo, comment est-ce que voilà, voilà, et parce que ça nous apprendra à faire de la place pour ceux qui sont en train de partir maintenant. Manière de rendre sensible en fait tous ceux qui sont en train de partir, qui sont en partie placés derrière l'écran des chiffres et de la quantification. Voilà, ça c'est une grande question, mais donc je crois qu'on va te remercier vraiment beaucoup pour la conférence et pour la discussion, hein, qui a, je pense, éclairé encore de manière extrêmement intéressante ton travail. Remercier les personnes qui ont posé les questions. Puis je vais demander maintenant à Claire de Ribaud-Pierre, Claire qui est donc dramaturge et qui accompagne en fait le groupe de 7 chercheurs et chercheuses et 7 artistes à travers les mêmes enquêtes qui sont déployées devant vous dans le cadre de ces conférences. Et donc Claire va vous parler un peu du processus en cours et surtout de ses débouchés avec ce groupe de 14 personnes. Claire, je te laisse nous expliquer un peu tout ça. Oui, alors nous vous attendons le 1er mai, en réalité, au Théâtre de Vidy pour venir découvrir ce théâtre des futurs possibles, qui est la conjonction, la restitution des travaux qu'ont menés pendant ces 4 enquêtes depuis le début de notre séminaire, les séminaristes qui sont de jeunes artistes et de jeunes chercheurs qui sont tous extraordinaires, engagés, qui ont mené des discussions avec Vinciane, avec Alain lors de ces vendredis après-midi, qui ont animé pour vous les assemblées participatives du samedi matin et qui, à partir de leurs propres recherches, de leurs préoccupations, de leur forme, de leur manière de penser, de leur dispositif, se sont constitués en équipe et ont échangé leurs méthodes, qu'elles soient artistiques ou scientifiques, pour penser ensemble ces grandes questions posées par les enquêtes de Vinciane et que vous aurez l'opportunité justement de découvrir à travers un parcours mêlant vidéo, dispositif théâtral, performance lors de ce samedi 1er mai donc au Théâtre Vidy-Lausanne. Vous aurez toutes les informations sur le site internet, il faudra vous inscrire, mais c'est gratuit. Donc merci à tous et nous nous réjouissons de vous retrouver en vrai à cette occasion-là. Merci beaucoup Claire. Donc on va vous faire pénétrer dans le laboratoire collectif qu'on a Alors construit. je vais simplement clôturer, Voilà. parce qu'on est à la dernière enquête. Absolument. Donc je vais dire quand même quelques petits mots. J'avais dit que je ne le ferais pas, excuse-moi Alain. Je dis je ne le ferai pas, j'ai rien à dire. Et puis maintenant tout compte fait, mais si, j'ai envie de dire quelque chose. Donc voilà, c'est d'abord remercier tout le public d'avoir participé, remercier aussi la gentillesse des remarques, la gentillesse des questions, l'enthousiasme. Remercier les assemblées participatives, remercier évidemment l'UNIL, toi Alain Kaufmann, remercier Dariusz Gavani qui est essentiel dans tout ce travail. Bravo Dariusz, c'était vraiment un travail extraordinaire d'intelligence, de rigueur, de bienveillance, de générosité à l'égard de tous et de toutes. Merci à Claire de Ribaud-Pierre que je connais depuis des années et que je retrouve tout à fait absolument extraordinaire, égale à elle-même dans le travail d'accompagnement des ateliers participatifs, de la formation. Merci à tous les séminaristes qui ont vraiment accepté de jouer le jeu avec nous et de prendre de plus en plus de responsabilités. Merci évidemment à Vincent Baudrier, à Caroline Barrault, et à tous ceux que j'oublie et que je n'oublie pas, mais que je ne vais pas citer tout le monde. Alors pour dire, voilà, on arrive à la fin de nos enquêtes, ça veut dire qu'on arrive en fait au début d'une enquête. Parce que je pense que c'est ça que je veux dire. Moi, je prolonge le geste qui a été instauré l'année dernière par Dominique Bourg, qui était de créer des assemblées, des forums de discussion, des assemblées participatives. Cette année, on a un peu changé le format dans la mesure où on a peut-être fait plus travailler les séminaristes sur les contenus
Et c'est ma paresse naturelle qui m'a permis de leur dire, mais vous allez m'aider parce que je ne vais pas tout faire toute seule. Et puis aussi sur le fait que, d'une certaine manière, on avait envie plutôt de partir dans les régimes de fiction, pour des régimes de fiction, des régimes plus ludiques, pour essayer de penser quand même des problèmes comme les animaux, la disparition des animaux, parce qu'on l'avait déjà évoqué. Qu'est-ce que ça veut dire? L'assignation, qui est quand même... on n'a malheureusement pas pu assister au spectacle. Ces spectacles, pour le moment, sont pour certains parties remises, mais je soulignais aussi à quel point le théâtre de Villy a continué à essayer de soutenir, d'encourager, de faire que la création puisse continuer à se faire. Donc ça, c'est vraiment formidable. Et donc, on termine avec une enquête, de certaine manière, où j'ai insisté beaucoup, parce que pour moi, c'était ma dernière conférence. Je serai bien sûr au Théâtre des Futurs Possibles avec vous tous pour voir tout ce qui aurait été fait pendant ces 4 mois et que je n'ai pas nécessairement perçu, puisque ils travaillent aussi dans les coulisses. Mais je terminais cette conférence et c'était comme ça que j'avais voulu expressément la construire, en parlant beaucoup de donner une suite. Et pourquoi donner une suite? Parce que je dis, voilà, mais il y a une suite maintenant qui attend. On a ouvert l'enquête, il y aura des enquêtes qui vont continuer, parce que s'il y a bien quelque chose que demande notre époque, qui demande, que ce soit du point de vue de la crise climatique, que ce soit avec ce qui nous arrive, bref, demande à ce qu'on soit tout le temps en train d'enquêter, à bien décrire, à enquêter, à savoir de quoi notre monde est fait, voilà, de quoi il se constitue, retrouver, ne plus... Allez, bon, je ne vais pas partir dans mes propres problèmes, mais aller chercher sur Mars, alors qu'il y a tant de choses ici, ce que nous ne connaissons pas, ça me paraît quand même... Voilà, donc continuer l'enquête et donner une suite, c'est-à-dire aussi donner une suite à tout ce qui est en train de se faire ici, au travail des artistes. Bref, et ce que fait, je pense, merveilleusement le théâtre de Villy, c'est aussi donner une suite à tout ce que chacun fait dans le domaine de la création. Enfin, bref, merci. En tout cas, merci à tous. Merci je te beaucoup, laisse Vinciane. reprendre. Merci beaucoup, Vinciane, effectivement, pour avoir si bien valorisé cette belle collaboration entre l'UNIL et le théâtre de Villy dans un domaine qu'on appelle maintenant couramment recherche-création. Hein. Et donc maintenant, on va passer aux assemblées participatives. Donc les personnes inscrites vont être basculées automatiquement dans les différents ateliers où ils auront l'occasion de continuer à enquêter avec les 14 chercheurs et artistes et avec également des jeunes chercheurs et chercheuses de l'UNIL dans ces différents groupes. Merci beaucoup pour votre attention, merci beaucoup pour la qualité de vos questions, merci beaucoup pour votre contribution à ces magnifiques enquêtes.